Madame, monsieur, ravi de vous retrouver. C'est la première de 2026 pour moi, donc même si on n'est plus au mois de janvier, je vous souhaite quand même une très très belle année 2026. Philippe, on s'est croisés dans les couloirs, donc je ne te le souhaite plus. Ça me permet d'ailleurs d'accueillir Philippe. Bienvenue comme toujours avec nous. Et puis un invité plateau aujourd'hui, c'est Yves Van Craan, le T1 de Fernelmont-Montptine en P1. Salut Yves. Salut. Sois le bienvenu. Merci. J'espère que tu vas bien. Très bien. Journée off, pas d'entraînement ce soir. Donc non, pas d'entraînement. On aura bien sûr des invités à distance tout à l'heure. On aura qui? On aura Déborah Préviotto, la présidente de Moustier, puis Pierre Deveus, T3 du côté de Meux en D1 à CFF. Le quiz, évidemment, avec un bon d'achat en équipement sportif à gagner. La revue de presse de Philippe, ce sera à la mi-temps. La carte auto, l'équipe type, tout ça, vous savez. On commence dès à présent la première mi-temps. Avec mes lunettes. Ah oui, j'ai plus le choix maintenant, si tu veux. C'est là, Yves Van Craan, entraîneur de Fernelmont-Montptine, il est passé quand même par quelques clubs avec un joli pédigré à son actif, mon cher Philippe. On fait la petite bio rapidement de Yves. Rapidement, mais Yves, il a été joueur, surtout dans le Brabant, plus que dans le Namurois. Je ne sais même pas si vous avez déjà joué dans le Namurois d'ailleurs. Non. Non, voilà. Et un puis petit peu avec la réserve de Fernelmont, mais il y a les vétérans même, les vétérans. Voilà, et puis vous avez été entraîneur chez les jeunes de Stéphanois, aussi dans le Brabant, et puis chez les jeunes de Fernelmont. Et c'est de là que vous êtes parti vers votre première, j'allais dire équipe première, mais c'est une équipe première, l'équipe B de Condrusien. Vous êtes resté 3 ans là quand même au Condrusien, et il y a quand même à la clé une montée, puisque vous avez été champion en P3, donc Condrusien B, qui malheureusement depuis votre départ, je ne sais pas si c'est lié, mais qui se retrouve... Ouais, je crois qu'ils sont derniers là pour le moment. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, oui. Enfin, un titre là-bas avec le Condrusien B, et un autre titre aussi déjà avec Fernelmont. C'est votre deuxième saison, mais vous avez été champion dès l'année passée, dès votre arrivée, votre retour à Fernelmont. Donc, vous me le disiez, 4 titres déjà dans une petite carrière d'entraîneur, elle n'est pas encore très longue, mais 2 titres avec les jeunes, et un titre au Condrusien B, un titre à Fernelmont. Nécessairement ou inévitablement, on est déjà sollicité quand on a un beau petit CV comme ça, non? Oui, il y a eu quelques clubs dans le passé ou même encore maintenant. C'est sûr que ça fait plaisir d'être contacté. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu l'occasion de connaître les équipes premières, parce qu'à la base, je ne voulais même pas aller en équipe première. J'étais très bien avec les jeunes, ça me plaisait énormément. Et puis Olivier Cause m'a proposé de faire T2 avec lui à Fernelmont, quand Régis est parti. Et donc j'ai fait avec lui, et c'est là que je me suis dit, au final, les équipes premières, c'est quand même sympa aussi, c'est autre chose. Et puis on a eu l'année Covid, où là, on m'avait demandé de reprendre l'équipe B. Et je crois qu'après 5 ou 6 matchs, ça s'est arrêté. Et puis voilà, l'ancien comité est parti sur autre chose, un autre projet avec un autre entraîneur. Et du coup, voilà, le Condrusien Guy Bourgeois est venu me chercher pour aller là-bas. À l'époque, je m'étais dit, c'est fort loin, je n'avais pas vraiment envie d'aller. Et puis il m'a dit, viens quand même. On a discuté, puis au final, ça s'est fait. C'est vrai qu'on a passé 3 belles saisons là-bas. Oui, c'était vraiment... Et puis, comme vous habitez Noville, vous travaillez à Saint-Louis-Namur comme au seul collège, là, au l'Institut Saint-Louis, comme technicien. On préfère, c'est toujours bien d'entraîner le club de chez soi. Donc, c'est bon déplacement pour la famille aussi. J'imagine que c'est ça facile, qui a déterminé aussi le choix de Fernelmont par rapport à d'autres offres qui auraient pu être sur la table à ce moment-là. Oui, il y avait des offres qui étaient proches, une autre qui était quand même beaucoup plus loin, même un peu plus loin que le Condrusien. Maintenant, sud de la province, arrondissement de Philippeville. C'était toujours vers la P1 en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, il y avait eu 3 clubs de P1 qui m'avaient contacté en même temps que Fernelmont. Et donc oui, je me suis quand même posé les questions, réfléchir. Après avoir passé 10 saisons à Fernelmont, c'est sûr que revenir là, il y avait un petit esprit de revanche malgré tout, et de montrer que il y avait quelque chose à terminer. Le fait de pouvoir faire revenir aussi, quand j'ai vu le président, voilà, j'ai été assez clair dans ce que je voulais faire, avec des jeunes du club qui sont passés par le club, ou des jeunes de la région qui habitent vraiment tout près, c'était l'objectif. Il m'a dit que j'avais carte blanche, donc forcément à partir de là, tout a matché. Et oui, on a fait revenir pas mal de jeunes que j'ai eu en jeunes, et des gens de la région, pour essayer de refaire en tout cas un club familial beaucoup plus que ce qu'il avait pu être les derniers temps. Ouais. On est sur un projet à plus long terme, si je comprends bien, parce que voilà, cette saison-ci, c'est une 12e place au classement général, il n'y aura pas de tranche, a priori pas de tranche, forcément pas de titre non plus, on est beaucoup trop loin du top. C'est ça l'objectif, c'est de remonter tranquillement et de peut-être viser d'ici 2-3 saisons
Un tour final, on sait que c'est souvent la cerise sur le gâteau des joueurs, même pour des clubs qui ne veulent pas monter, mais c'est quand même une belle façon de terminer une saison, de jouer peut-être en juge de paix. Je pense peut-être pourquoi pas l'année prochaine. On sait que Tamil va revenir l'année prochaine, plus des clubs descendants éventuellement. On espère que non. Il y a toujours un potentiel de gros clubs descendants en P1. C'est ça un peu le but aussi du comité, c'est sur le long terme. Vous ne serez pas jugé sur pied avec une 12e ou une 11e ou une 13e place en fin de saison? Non, du tout. C'est vrai que j'aime pas me balader de club en club. Je suis quelqu'un très attaché où je m'installe. Et donc, comme au Conduisien, j'avais dit 3 ans, j'ai respecté mes 3 ans. Et souvent des cycles de 3 ans maintenant dans le football moderne. On le voit mais pas ici, pour les joueurs, pour les entraîneurs. Au moment du Condrusien, c'était, j'espérais faire monter le club. Guy n'y croyait pas trop. Au final, première année, deuxième année, troisième. Et puis la troisième année, ça a été la bonne. Et donc, je sentais que j'arrivais peut-être un petit peu au bout aussi. C'est marrant, ça, de ne pas vouloir rester quelque part en se disant je vais profiter des fruits de mon travail dans un état supérieur. Oui et non. Ce qu'il y a eu, c'est que je me suis même décidé avant qu'on soit champion. Je pense que c'était en février que j'avais annoncé que je quitterais le club, alors qu'on était en tête. Et ça, c'était assez serré. J'ai pris la décision tôt. Oui, il y avait peut-être les trajets qui commençaient, mais pas spécialement ça. C'est que je sentais que même si j'étais champion et qu'on montait, il y a un moment où forcément on me contactait de plusieurs clubs de P1. Donc je me suis dit, si je dis non cette année, est-ce qu'il y aura encore des possibilités? On sait que ça peut aller très vite dans le football. Et puis c'est vrai que quand Fernand s'est proposé, que j'ai eu l'occasion de parler avec et que j'avais vraiment un projet sur du plus long terme pour faire remonter le club, c'était sur 2 à 3 ans pour remonter en P1. Ça s'est fait la première année, donc c'est magnifique. Ici, le but, c'est vraiment cette année-ci de se sauver. Ça, c'est vraiment l'objectif de départ. Et puis reconstruire et compléter l'équipe pour essayer quand même monter dans ce classement et de passer une saison plus sereine. Et si on peut éventuellement, dans le futur, aller se battre colonne de gauche, bien sûr, on le fera. Pourquoi pas? Justement, l'objectif sauvetage, saison en P1, on sait que ce n'est pas toujours évident non plus le retour dans les ligues provinciales. Ça manque de régularité, Fernand, depuis le début de la saison. On en parlait un peu avant le match. Les 2 premières rencontres, 2 victoires, une contre Rennes, l'autre contre Pont-de-Drôme, 2 concurrents a priori directs dans le maintien. Et puis, depuis, sauf sur les 2 dernières, impossible de prendre 2 fois d'affilée 1 ou plusieurs points. Ça a été le cas maintenant, là, face à Jodine, il y a 2 semaines, fin janvier, victoire 2-0. Et puis, très joli nul face à Nîmes, grâce au banc, mais ça, on en discutera aussi tout à l'heure. On s'explique comment ce manque de régularité, de ne pas savoir, ne fût-ce que de faire 2 nuls d'affilée depuis le début de la saison? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a eu des blessés assez rapidement, que ça a été Élie Soleil, il y a eu Antoine Dils, il y en a eu d'autres. Tous des pions importants quand même. C'est des pions importants, bien sûr. Donc, il y a ça. Il y a aussi que l'équipe, elle est quand même très jeune. Alors, c'est un choix de ma part. On va dire que notre plus vieux, il vient d'avoir 26 ans, je pense. C'est mon plus vieux. Donc, on se rend compte que l'équipe est très jeune. Il y a plusieurs joueurs de 16 ans aussi dans l'équipe. Donc ça joue. Je pense qu'il y a le manque d'expérience tout simplement de la P1. On est arrivé aussi avec une saison forte, tout simplement. Plusieurs personnes nous citaient aussi dans la surprise. Ces 2 victoires-là nous ont peut-être pas fait que du bien non plus, parce que je pense que il y a eu cet excès de confiance qui a fait que puis les premières défaites sont arrivées, il y a eu un peu d'énervement. Puis quelques grosses défaites aussi sur la saison, voilà. Face à Meux, face à Rochefort, des 5, des 6 buts encaissés. Mais Rochefort, je pense que même si on va chercher quelque chose chez eux, on n'aura peut-être pas crié au scandale, parce que c'est vrai qu'ils étaient plus forts, ils ont eu la possession, mais on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions. Ça pouvait être 5-5 ce match-là. Ça pouvait être 5-5. On a même des occasions pour passer devant et malheureusement on ne met pas les goals. Et derrière, on connaît Rochefort et leur qualité offensive, ça se fait punir derrière. Il y a un manque d'expérience. Je dirais que malgré tout, on a dû apprendre à perdre, que ce soit les joueurs ou même moi. C'est la première saison où je perds autant. Donc il faut digérer ça aussi. Il faut une remise en question, aussi bien pour moi que pour les joueurs. Tout ça prend du temps. Les tensions qu'il y a pu y avoir à un moment à cause des défaites, il faut gérer le noyau aussi. 11 défaites sur la saison, 4 nuls et 6 victoires. Tout à fait. Certaines défaites ont été vraiment payées chèrement. Je pense à un match comme Shefton où on prend 4 goals. Mais au final, c'est un match qu'à un moment on doit mener. Puis on se fait avoir avec une masterclass de Dessart qui nous punit coup sur coup. Jodine, pareil. Je pense que si on rentre avec 3 goals minimum à la mi-temps en avance, il n'y a rien à dire. Et en deuxième mi-temps, ils ont 5 contre-attaques, 4 goals. C'est le football P1 et félicitations à ces équipes-là. Nous, c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire dans le passé. Meux B4-1, Nîmes 4-0 au match aller. Meux, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils m'ont impressionné. Donc voilà. Nîmes aussi, on a fait un non-match chez eux. C'était vraiment compliqué. C'était le moment où il y a eu un peu de tension dans le groupe aussi avec certains joueurs. Ça s'est ressenti très vite.
Et Donc puis tout ça, Rochefort, c'est 11 buts encaissés sur les 2 matchs aller-retour. Oui. Bon, voilà, Mais, c'est Rochefort. après, des gamins qui font la D1 et enfin qui font la D1 CFF et la P1. On sait qu'il y a ouais, deux très gros noyaux du côté de tout Rochefort. à fait. C'est pour ça que je prends certaines défaites aussi pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien jouer pour gagner. Je n'ai pas eu l'habitude de jouer pour les nuls. Je crois que sur les autres saisons en équipe première, j'avais fait 2 nuls jusque-là. Donc je préfère prendre 3 points que 0 points. Maintenant en P1, 1 point, c'est 1 point. Donc ça aussi, moi, je dois apprendre à faire, à gérer les matchs. Donc on a joué Rochefort en jouant pour aller marquer, pour aller gagner. On n'a pas descendu notre bloc de 15 mètres, on n'a pas fermé, on a fait du jeu, on a essayé de construire. Difficilement contre eux, on ne va pas se cacher. À l'aller, on a rivalisé un peu plus parce qu'ils n'étaient peut-être pas encore 100% en place. Maintenant, c'est une équipe, c'est rodé, ça tourne dans tous les sens, ça dézone, ça court partout. Il est très difficile de trouver une zone faible, en tout cas chez eux. Donc voilà, c'est super logique. Vous ne l'avez pas dit dans les explications là, mais vous avez aussi un petit problème au niveau de l'attaque, parce que vous avez la plus faible attaque de la série. Et surtout que vous avez perdu Louis De Smet, qui est parti à Femme. C'est d'autant plus dommage que là, il n'a pas trop joué ou ça n'a pas trop été. Donc c'est un garçon qui, s'il était resté avec vous, on peut raisonnablement penser que vous auriez quelques points en plus quand même, puisqu'il vous manquait ce buteur-là. On pourrait même aller plus loin, puisqu'au niveau de la défense, vous me l'avez dit aussi, Alec Pape, qui est parti au Condrusien, il a arrêté au Condrusien aussi. Donc prenons ces 2 joueurs-là en plus dans votre noyau, vous les aviez l'année passée, qui sont quand même des relais pour vous sur le terrain. Tout à fait. On a peut-être un autre Fernelmont, pas complètement différent, mais un petit plus quand même. Hein. Je pense sincèrement qu'avec ces 2 joueurs-là, oui, on aurait eu des meilleurs résultats, c'est sûr et certain. Maintenant, ces 2 joueurs que je protégeais et qui je n'allais pas mettre trop en difficulté cette saison-ci avec de la concurrence trop rude. On avait des solutions derrière, mais ce n'était pas non plus des possibles titulaires indiscutables. Malheureusement, en fin de saison, ils ont quand même décidé d'aller voir ailleurs et je ne leur en veux pas. Voilà, il faut faire ces expériences. Maintenant, pour eux 2, ça s'est mal passé cette saison-ci. Je suis triste pour eux parce que c'est jamais gai de voir des joueurs arrêtés. Donc, On va accueillir nos premiers calls. On continuera évidemment la papote avec Yves, notamment avec notre premier invité, qu'on accueille tout de suite, mais aussi juste après notre premier invité, qui est une première invitée, c'est Déborah Préviotto. Bonjour Déborah, présidente de Moustier. Soit on se tutoie ici, on est sur les bords du terrain de foot amateur, donc on se tutoie. Sois la bienvenue Déborah. Mais Philippe, on va accueillir Déborah. Juste avant, 2-3 petits commentaires sur Facebook. Vous n'hésitez pas évidemment à poser des questions à nos invités ou à nous donner peut-être aussi des anecdotes de vestiaire. On aime toujours ça, on est toujours très friands de ce genre de choses. Nicolas Pirlo qui nous dit, en plus d'être un bon coach, une belle personne, Yves, dommage pour lui, il ne sera pas champion cette année, on n'est pas dans la même série, avec des petits clins d'yeux. Puis Romain Blavier qui nous dit bonjour à Yves, qui continue comme ça, c'est un très bon coach. Voilà. merci. Toujours plein de love. Philippe, Oui. Déborah Préviotto et une grosse annonce du côté de Moustier. Mais oui, mais de toute façon, l'annonce, on l'avait faite la semaine dernière, puisque c'était dans ma revue de presse, puisqu'il était question que Déborah, son mari et tout le comité de Moustier allaient mettre la clé sous le paillasson en fin de saison. Enfin, quitte le comité. Quitte le comité, passer la main. Hein, il fallait des repreneurs. Je me suis même avancé aussi en disant que probablement derrière tout ça, déjà maintenant, il y avait Jemep et Élie Goffin, qui a un grand appétit, qui serait intéressé par les installations et pour pouvoir installer son école des jeunes. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait laissé supposer à un moment donné. Mais voilà. Leader dans sa série. Oui, qui sont leaders. Et très très largement. Et qui seront en P2 l'année prochaine. Hein, on va s'avancer. Comment ils ne pourraient pas l'être d'ailleurs. Ça c'est sûr. Donc c'est la même entité. Hein, on est dans Jemep. Jemep qui a quand même encore des clubs comme Ono, Ham et Espi, bien sûr, qui sont aussi de cette entité-là. Mais venons-en, puisque Déborah est avec nous, venons-en à cette annonce. Vous la confirmez aujourd'hui? Où en est-on dans les éventuelles négociations pour un repreneur? Y en aura-t-il un? Vers quoi va-t-on? D'abord, est-ce que le comité démissionne effectivement? Est-ce qu'il quitte fin de saison? Voilà. Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde, bien évidemment. Et en ce qu'il en est, c'est tout simple. Oui, effectivement, moi, personnellement, mon mari, bien évidemment, on remet notre démission pour des raisons de santé au préalable. Mais en ce qui concerne les autres membres du comité, bien sûr, d'autres membres du comité qui ont commencé avec moi et ont émis le souhait aussi
de partir en même temps que moi. Ceci dit, c'est comme partout ailleurs. Selon les personnes qui reprendront le club, il est très possible que ces personnes-là changent d'avis. Moi, personnellement, je ne changerai pas d'avis, mais je ne peux pas parler pour les autres membres du comité. Si le projet est stable et peut-être alléchant, il se peut qu'il y ait certains membres du comité qui restent. Ça, je ne parlerai pas pour la personne de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand vous dites que le club de Moustier risque d'être repris par Monsieur Élie Goffin, je ne sais pas, apparemment vous tenez l'information de lui-même, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, j'ai eu aucun contact avec Monsieur Goffin. Et voilà, et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On rappelle quand même que reprendre des clubs comme ça se fait pas non plus en claquant des doigts, il y a des règles. Au niveau Évidemment, de la il y a des CFF, Mais bon, à partir du moment où les installations appartiennent à la commune de Gemep, je sais ça pas. c'est autre chose. Oui, mais parce que tu parlais du club, toi. Je suis mal exprimé. Tu parlais plutôt des installations, toi. Des installations, Si jamais oui, le club de Moustier devait Voilà, s'il n'y a pas de repreneur. disparaître. Oui, voilà, si les installations sont assez libres, évidemment, mais je crois qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Mais justement, on pose la question à Déborah, est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que ta démission, vos deux démissions, a priori, avec ton mari, mettent clairement en cause, en jeu, l'avenir du matricule, l'avenir du club, pour être clair, ou pas? Mais pas du tout. Alors justement, j'ai bien insisté sur le fait que, je n'abandonne pas mon club. Ça, c'est déjà un. Donc, c'est pas une démission. Si j'avais voulu démissionner pour démissionner, ça serait fait actuellement et j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais remis ma démission et claqué la porte. C'est pas du tout ça. Mon club, c'est mon club. Donc, j'y ai passé 20 ans de ma vie, même en service coupé. Ça fait quand même 20 ans. Ça fait quand même cher à mon cœur. Et l'idée, c'est pas du tout d'abandonner le RFC Moustier. Le RFC Moustier va rester le RFC Moustier. Le RFC Moustier, c'est un matricule de 100 ans. C'est un club de village qui compte pour ses habitants, qui compte dans sa commune. Alors certes, comme vous le dites, les infrastructures appartiennent à la commune, bien évidemment. Pour le moment, il y a des projets communaux envers le RFC Moustier. Si ces projets ont été élaborés pour le RFC Moustier, ils doivent rester pour le RFC Moustier. Et je ne partirai pas tant qu'il n'y a pas un repreneur concret, avec des ambitions réelles et avec un beau projet. Il est hors de question que j'abandonne le club. C'est le message qui est passé auprès des équipes aussi. J'imagine qu'avant de s'adresser à la presse et avant de sortir, il y a des communications qui ont été faites vis-à-vis des équipes. C'est le message qui est passé. Ça a été clair et loud and clear, comme on dit en anglais, clair et précis pour tout le monde. C'est bien compris ça en interne? Mais oui, bien sûr, il est hors de question. Les gens qui sont en place, ils sont là en place parce que j'étais là au début de saison. Je ne vois pas pourquoi, moi, je les abandonnerais. Et deux, il est évident que le message est passé comme ça. Et bien évidemment, avant d'en parler à la presse, on a parlé à nos coachs et on a parlé à nos deux équipes, évidemment. Vous confirmez le départ quand même de Jérôme Derat, qui y a déjà un petit temps, lui, qui avait dit qu'il ferait 3 ans, je pense, et qui partira fin de saison. Là, il faudra trouver un nouvel entraîneur aussi. Écoutez, Jérôme Derat est vraiment la personne qui nous a aidés à monter à l'échelon supérieur. Donc forcément, ce que je peux lui souhaiter de mieux, en tout cas, c'est qu'il puisse évoluer à un stade supérieur. Maintenant, moi, je ne parle jamais à la place d'autres personnes. Je ne peux pas... Aujourd'hui, bien sûr, j'ai quelques idées, mais bon, c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas un beau projet non plus à Moustier qui pourrait éventuellement l'intéresser. Je ne parlerai pas pour lui. Maintenant, il était convenu dès le départ, avant même qu'il vienne nous monter en P2, qu'on aurait un contrat de 3 ans, ce qui est un petit peu la logique des choses actuellement. Et on est forcément à terme de ce contrat. Et donc, que j'arrête ou que je n'arrête pas, logiquement, Jérôme partait, oui, effectivement. Déborah, outre les problèmes de santé qui sont évidemment primordiaux, et on comprend cette décision-là, on lisait dans la presse quand même que vous aviez vécu une saison très compliquée avec tous ces travaux qui ont commencé durant l'été passé. Vous avez dû fréquenter une buvette qui n'en était plus vraiment une. Il y avait place pour 15-20 personnes, me dit-on, et des containers où il n'y avait pas toujours l'électricité, pas toujours le chauffage. Vous confirmez aussi tout ça? Ça a été une saison très compliquée et le timing des travaux n'a peut-être pas toujours été comme vous l'auriez souhaité, respecté? Oui, effectivement. Alors les travaux, il faut quand même reconnaître que c'est un beau projet qui a été mis en place par notre bourgmestre actuel, M. Évrard. Alors le projet, il est très beau et très bien pour le club. Ça, il faut quand même pas dire autre chose.
non plus. Mais maintenant, je pense qu'il a manqué de communication autour de ces travaux mis en place et il a surtout manqué de cohérence par rapport à ce qu'un club de football a comme besoin réel au niveau du sportif, au niveau des règles, etc. Donc, forcément, nous avons été un peu mis sous le fait accompli directement au début de saison. Nous avons démarré la saison dans un garage, ce qui n'était pas tout à fait attrayant quand vous avez quelques transferts et quand vous devez faire des transferts et que vous jouez en P2. Ben forcément, quand vous dites que vous allez commencer la saison et comme on n'a pas du tout de communication réelle sur la fin des travaux, sur exactement quoi et comme, ben, ce qui se fait, c'est que on n'a, nous, pas de possibilité de communication réelle, ce qui n'est pas du tout encourageant, ce qui a pour moi posé la plupart des problèmes dans nos équipes et dans les résultats. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des travaux? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les travaux ont réellement, on a dû quitter nos infrastructures en mai, fin mai, et les travaux ont réellement commencé il y a 3 semaines. Ah bon? Donc, forcément, ça c'est compliqué. D'une semaine à l'autre, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. On avait pu récupérer le terrain 1 et depuis la semaine dernière, on est de nouveau sur le terrain 2. Un jour, on arrive, il n'y a rien et le lendemain, on arrive et il y a une grue sur le terrain. Donc, voilà. Mais la faute à qui? C'est la complication de la saison. La faute à qui de ces travaux et ces retards de travaux? Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Moi, je veux dire, la faute à qui? Moi, je peux pas vous dire si c'est le chef de chantier, si c'est l'administration communale, je ne pense pas. Des derniers renseignements que j'ai eus, il y a eu un quiproquo par rapport à l'organisation au niveau des travaux eux-mêmes, par rapport aux maîtres corps qui sont engagés. Mais bon, moi, personnellement, je suis pas bourgmestre, je suis pas de l'administration communale, je suis pas là pour répondre à ces questions-là. Oui, donc ils ont commencé, mais pas encore de manière très continue, si je comprends bien. Voilà, c'est encore un peu hoquetant. Oui, là, aujourd'hui, j'ai vu que la toiture de ma buvette n'était plus là. Donc, je ne sais pas si c'est bon signe, ça, par contre. Donc, voilà. Et pour venir, vous avez parlé de la buvette, mais ça, c'est le problème réel d'un club. C'est qu'un club, il a besoin de rentrée financière, mais au-delà de la rentrée financière, il a besoin surtout de cohérence, de pouvoir faire sa troisième mi-temps. Comme on peut dire, les joueurs, ils ont besoin de ça. Et les parents aussi, quelque part, parce que moi, je ne suis pas là que pour parler que de nos équipes premières. Les parents, ils aiment se retrouver autour d'un verre et dans ce petit container, malheureusement, vous parlez de 20 personnes, je ne pense pas qu'on sait mettre 20 personnes, on ne sait pas y mettre 2 équipes. Donc voilà, ça a été aussi, ça fait partie du manque de cohésion, ça fait partie du mal pour moi qui a occasionné aussi tous ces problèmes. Mais il m'a été confirmé cette semaine, après ma démission, qu'apparemment il était prévu de nous mettre une expansion à cette buvette. Mais je n'ai pas de date ni de délai. Voilà peut-être de quoi remettre en cause la décision. Je reviens, en souriant bien sûr, je reviens ici avec deux, trois commentaires sur Facebook. Olivier Bouchat qui nous dit un club très très familial. Johan Machu, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonsoir, même dans la difficulté avec ses installations, l'Union Saint-Gérard a été très bien reçue par Moustier il y a 15 jours et nous n'avons manqué de rien. Chapeau bas. Ça fait plaisir d'entendre quand même ça aussi. Merci à eux et moi ça me fait plaisir aussi parce que de toute façon je ne vois pas pourquoi on recevrait mal les autres équipes. Le but c'est pas de nous, le club, on n'a pas à refléter ce mal-être en fait en réalité. Et bon pour Olivier Bouchat, oui c'est notre délégué. Coucou Olivier, du coup oui forcément le côté familial il a toujours été important. Voilà, d'être entendu, de pouvoir discuter, c'est vraiment important pour moi parce que voilà, vous savez ce que c'est une femme dans le football quoi. Alors justement, tu me tends la perche, c'est une question que j'avais évidemment. Tu as un profil qui est très atypique dans le football provincial. Je pense que tu es une des, je n'oserais pas trop, mais des 2 seules présidentes. Et je ne sais pas encore si Stéphanie Dubuc est présidente de Petit Nifrat. Je ne sais pas si elle l'est encore. Elle l'est encore. Elle n'oublie pas Wépion aussi, nous avons une présidente. Oui, exact. Voilà, donc une des 3, autant pour moi. C'est malheureusement encore très atypique dans un milieu, même si le foot féminin commence à bien se développer maintenant, notamment du côté de Doyers ou de l'Arquet, pour ne citer que ces 2 clubs-là. C'est encore très atypique. Comment on est reçu comme femme dans ce milieu de mecs, soyons clairs? Et surtout comme femme présidente.
c'est compliqué. Moi, personnellement, la vie des gens ne m'intéresse pas. Donc, voilà, déjà à partir de là, je suis là parce que j'ai une passion. Le football, c'est quelque chose que j'ai vécu dès le plus jeune âge avec mon papa. Et c'est un sport qui m'a toujours attirée. Donc, à partir du moment où mon fils aîné a commencé à jouer au football, pas forcément, ça faisait partie de moi-même. Déjà à l'époque, moi j'ai toujours eu des problèmes de santé, ce qui m'a jamais occasionné la possibilité de jouer moi-même. Mais comment c'est accepté? Comme vous devez vous en rendre compte, c'est que parfois, c'est bien réceptionné. Parfois, j'ai pu m'entendre des sottises à mes oreilles. Et voilà, moi, mais de toute façon, la vie des autres ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le bien-être des personnes qui sont là à mes côtés. On parle Donc aussi voilà, je ne me suis jamais retournée sur la vie des autres. On parle aussi de l'impact sur la vie de famille. On sait que les femmes aujourd'hui portent encore beaucoup de la vie de famille et surtout, je pense, des tâches inhérentes à l'éducation des enfants, surtout si monsieur est entraîneur ou joueur ou que sais-je. C'est quoi l'impact aussi de ce titre de président? Être président, qu'on soit femme ou homme, c'est énormément d'heures passées dans l'enceinte du club, et pas que le samedi et pas que le dimanche, aussi en semaine. Il y a les réunions avec le comité, il y a des bêtises qui n'en sont pas réglés, des petits achats qui n'en sont pas si petits que ça à régler parce que si on ne les fait pas, enfin voilà, je ne vais pas te la faire. Mais comment on gère aussi cette vie de famille là derrière? C'est quand même un challenge supplémentaire par rapport à un président, non? Oui, ma famille a été énormément privée de moi. Voilà, c'est toujours se dire on ne fait pas vos anniversaires parce que là ça va pas, il y a tel match, il y a telle chose, il y a tel truc à faire pour mon club. Par contre, ils sont très compréhensibles. Maintenant, voilà, je pense que si je tourne la page aussi, c'est qu'à 51 ans, j'ai peut-être envie de profiter moi-même et ce ne sera pas quand Oui, la donc vie ça m'aura pris. a aussi pesé dans la balance, ce côté, Oui. je fais un bilan, j'ai 51 ans, je fais un bilan, j'ai envie de vivre les 20-25 prochaines années en bonne santé, aussi autrement qu'en étant accroché à cette position, à cette fonction de président. Il faut le reconnaître, c'est beaucoup de stress. En plus, moi, je suis président de Sécu. Donc, derrière, forcément, il y a tout le côté aussi administratif et compagnie, ce que les gens ne voient pas, l'envers du décor, effectivement. Les gens, ils ont tendance à voir que votre présence ou votre non-présence, mais le travail à accomplir, il est bien plus que ça. Avec des logiciels de la voilà, CFF pour qui moi, c'est fonctionnent pas pas un toujours travail, bien. ça a toujours été une passion. Trois petites remarques encore très rapidement. On dit que, Michel Semal dit que la présidente est bien trop gentille avec les politiciens. Vous le pensez? Ils ne sont pas là pour répondre. Ils sont pas là pour répondre non plus, je suis bien Philippe. trop gentille, peut-être en général, mais je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Je n'ai jamais été en conflit avec l'administration communale. Et si des choses ont manqué, c'est à eux de le savoir vis-à-vis d'eux-mêmes et pas à moi de faire leur procès. Et puis on fera quand même la distinction entre des services administratifs et des décisions politiques. Les travaux, c'est l'exécution d'une décision politique et d'une décision de budget au départ. Et ça a été fait déjà un petit temps. Donc, et ils ne sont pas là non plus pour y répondre. Oui, mais c'était simplement une remarque de Michel Semal. Oui, mais je tiens quand même aussi à mélanger la chèvre et le chou et surtout à rétablir la neutralité des débats par rapport à ça. Deux choses importantes. Où en est-on, puisque vous avez eu une saison difficile avec les installations, vous le dites vous-même, au niveau des rentrées buvettes, c'est important aussi pour un petit club de provincial. Est-ce que ça a mis à mal les finances? Aujourd'hui, est-ce que les finances du club restent saines, si je peux me permettre cette question? Alors, le RFT Moustier n'est pas en faillite, je tiens à le dire, parce qu'il se raconte quand même un petit peu n'importe quoi. Forcément que ça met les finances à mal, évidemment. C'est pour ça, du coup, que quand on a vu qu'on allait avoir une saison en travaux, on n'a pas fait d'extrait de zèle. On n'est pas là pour aller dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et derrière, évidemment que ça met à mal. Vous imaginez, même pas 10 personnes ou 12 personnes dans une buvette, les équipes adverses qui font de leur mieux pour repasser, tant que c'était l'été, ça va, on a mis une buvette de fortune en extérieur, mais je ne sais pas y mettre un buggy, je ne sais pas y mettre dès qu'il y a 2-3 par an, même les joueurs eux-mêmes doivent attendre que tout le monde s'en aille pour peut-être boire un verre, s'il n'est pas trop tard. Donc forcément, on le sait tous que les rentrées buvettes, c'est important. Je ne vois pas, le RFC Moustier ne vit pas de personnes qui viennent, investir de l'argent. Et donc, oui, ça a mis à mal, mais cependant,
on n'est pas du tout dans un délire où on peut dire que Moustier, demain, va fermer ses portes pour des raisons financières. Il y avait des réserves, on avait mis un petit peu de côté pour justement supporter cette année de travaux. Quand on a 51 ans, pardon, on fait comme on fait à la maison, c'est-à-dire qu'on prévoit le coup. Alors, derrière mon petit doigt... Dernière rapidement. Important quand même, parce que mon petit doigt me dit que Jean-Marie Scoy, qui est l'ancien président de Floref, est intéressé et est déjà entré parfois en discussion pour revenir ou arriver à Moustier. Juste, pas juste, trop prématuré? Alors, oui, j'ai vu ce monsieur, bien évidemment, mais si je devais vous énumérer, je suis pas là, moi, personnellement, je vais pas citer de nom aujourd'hui parce que, premièrement, d'accord, je suis la présidente du club, mais on est un comité à Moustier, et si on parle du mot famille, ça veut dire que c'est pas moi qui prendrai toute seule la décision de qui reprendra le club, et ça, c'est hyper important, qui est même un avis de nos bénévoles, parce que s'ils restent en place, les bénévoles aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rare à trouver, et je pense que pour les futurs repreneurs, s'ils ont la chance de pouvoir garder nos bénévoles, ça sera un point fort pour eux aussi. Et donc derrière, je pense que ça va être une décision en équipe, et bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà contacté, et donc on est loin de dire que Moustier était terminé, que du contraire, je pense que vraiment j'ai de belles propositions, il y a de belles choses qui m'ont été proposées, et j'espère du coup que le RFC Moustier pourra vivre de belles choses sportives comme non sportives. On espère qu'on sera les premiers informés, Déborah. Eh bien, de toute façon, quand ça sera l'heure et le moment de pouvoir le dire, effectivement, je le ferai vraiment parce qu'il faut que ça se fasse. La continuité, il faut qu'elle se fasse en toute transparence et pour les joueurs et justement pour pouvoir mettre au point cette saison à venir. Je permets d'inviter Déborah et le ou la future présidente. Là, ici, où Yves est installé dans notre plateau pour l'annoncer officiellement. Oh, oui. Quand ce sera le moment. Dealé, comme on dit. Oui. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça va être un beau club, Moustier aussi, parce qu'on parle quand même de 900 000 € de travaux. Hein. Donc il y a moyen quand même de faire quelque chose pas mal quand même. Voilà, une fois on nous dit 100 000, une fois 200 000, une fois 300, une fois 525, là vous me dites 900, je ne sais pas. Moi je serais tenté de dire qui dit mieux. On va se renseigner peut-être. Je me suis renseigné. On va se renseigner et on rectifiera s'il faut la semaine prochaine. On va avancer, Déborah, avec l'équipe type. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage aussi pour la suite des événements. Et voilà, en plus une reprise, c'est encore un peu plus de rendez-vous et de réunions. Donc bon courage. Et je confirme mon invitation. Tu es la bienvenue avec le nouveau président, la nouvelle présidente, une fois que ça sera signé. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Avec et bonne plaisir soirée à partagé. vous. Bonne soirée. Yves, l'équipe type, c'est maintenant. Alors, très peu de joueurs de Fernelmont dans cette équipe, mais on va le voir directement dans les goals. C'est un 4-3-3 dans les buts, Thibaut Gérard. Une défense à 4, donc avec Mathias Delvaux à droite, Mathéos Wickel à gauche, Brian Mikils et Ilian Signé. En milieu de def, Aurélien Plugers, il y en a deux de Fernelmont, effectivement, et Brooklyn Dubois. En milieu off, Nestor Herbier et Yanis Calataï comme ailier droit au niveau attaque bien sûr, Jason Surinx à gauche et comme buteur, Jérôme Claude de Rochefort-Bay. On va revenir en arrière sur cette compo avec le gardien de Wépion, Thibaut Gérard. Petite explication de ce choix. Très bon gardien, il fait une très belle saison. Je pense qu'on n'a pas été chercher un gardien à Meux, ça va pas se faire plaisir à Jeune, ça. On a de très bons contacts avec Meux et c'est pas le premier gardien qui est passé par Meux que j'ai chez moi et voilà. Mais non, ici, chapeau à lui. Contre nous, il a vraiment fait beaucoup d'arrêts et je pense que Wépion a eu beaucoup de défaites par un goal sur la première partie de saison. Je pense que c'est grandement grâce à lui. Il a fait plusieurs grosses prestations où il gardait le 0 derrière et donc chapeau à lui. Vraiment une belle surprise en tout cas. Ouais. La paire centrale, Brian Mikils et Ilian Signé, tous deux, c'est la paire centrale de Grandlay, deux tours imprenables de taulier. Pour moi, c'est deux combinaisons. J'aime bien, je ne l'ai pas ici, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. C'est un plus vieux à l'arrière et un plus vieux vers l'offensif. Je pense que Brian a largement l'expérience de plus haut. Il amène une sérénité, il a une vision de jeu. Il a ce sang-froid. Le surnombre dans le milieu def adverse. Tout à fait, oui. C'est quelqu'un qui voit clair et qui est très malin à ce niveau-là. Ilan, c'est une petite pépite. Gros caractère, mais gros joueur. Techniquement, c'est très fort. Positionnement. Là, il a pris aussi en maturité, beaucoup plus stable. Ça se ressent. Je pense que sa deuxième saison ici le confirme. L'année passée, il a impressionné, il s'est imposé.
Il a même surpris pas mal de monde. Voilà, ça faisait partie des joueurs que j'avais essayé d'avoir avec moi, hein. C'est vraiment un très très bon joueur et je suis heureux pour lui qu'il explose ses mérités en tout cas. Les deux ailiers, Zwickel et Delvaux, des ailiers qui sont des joueurs de couloir aussi, qui pourraient jouer dans un autre dispositif que dans un 4-3-3. Hein. Tout à fait, oui. C'est des profils que j'apprécie particulièrement. Très rapide, technique, bien en place, fort sur les duels. Très difficile à bouger, une bonne vision de jeu. C'est des joueurs d'instinct. Pour moi, c'est vraiment au niveau des couloirs, sûrement si pas les, en tout cas, ils font partie des tout bons de ces positionnements-là. Ouais. Deux milieux def, quand même un peu plus relayeur, j'ai l'impression. Donc Aurélien Pleguers et Brooklyn Dubois. Pleguers, c'est plutôt le vrai 6 ? Non, tout le monde me dit ça, parce qu'il a joué arrière central et ce week-end, il a joué arrière central contre... Donc c'est plutôt lui le relayeur, alors ce serait plutôt... Oui. C'est mon vrai numéro 8. Quand c'était une des conditions quand il est revenu, il voulait jouer 10. Je lui ai dit, impossible, c'est pas ta place. Moi, je voulais 6, donc on a combiné. Je lui ai dit que 8, ça serait la bonne solution. Voilà, on s'est adapté, on a adapté le système de jeu pour sa façon de jouer pour lui. Il a pris énormément de volume. Ce week-end, il m'a dit, je me suis ennuyé, j'ai pas beaucoup couru. Au final, c'est facile d'être derrière. Et maintenant, il se rend compte qu'il y a beaucoup plus de volume de jeu. Il a eu difficile les premiers mois au Condrusien. Même Guy Bourgeois me disait, t'es sûr, parce que c'est compliqué. Mais voilà, il a progressé, il a appris. Et pour moi, dans ce milieu de terrain, c'est sûr, ça fait partie des tout bons de la P1 largement. Ouais. Troisième médian, c'est Nestor Herbier. Enfin, médian, mais c'est quand même l'autoroute à but entre Herbier et Jérôme Claude. Je vais la décortiquer plutôt comme ça, cette équipe-là, parce qu'on parlera des deux ailiers après. Mais Herbier et Jérôme Claude, c'est la deuxième et la troisième ligne, et c'est les perforateurs de ces lignes-là aussi. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, quand ça joue dans l'axe. Et même Brooklyn, hein, c'est aussi un joueur qui est capable de faire mal offensivement, qui se projette bien. Nestor, c'est du talent brut, tout simplement. C'est un joueur d'instinct. Très fort du pied gauche, évidemment. Il est très déroutant, il bouge beaucoup, il voit le jeu. C'est quelqu'un de clairvoyant. Physiquement, peut-être pas le plus engagé dans les duels ? Non, mais même dans mon équipe, je ne prends pas les joueurs les plus costauds pour autant. J'aime bien des joueurs techniques avec du football, une vision de jeu. J'aime bien les joueurs qui sentent le jeu. Je donne des consignes globales, mais je veux que le joueur décide de ce qu'il fait. J'aime pas téléguider un joueur. Et Nestor est à 100% là-dedans. C'est quelqu'un qui sent le jeu et qui réagit vraiment en un quart de seconde. Il a une vision supplémentaire par rapport à beaucoup de joueurs. Et ça ne m'étonne pas qu'il a à Rochefort et qu'il performe. C'est vraiment un top joueur. Ouais. Ça veut dire quoi ? Tu as un coaching plus zonal sur le terrain que du jeu de position et des barrières ou des limites de terrain pour certains joueurs ? Ici, je préfère des joueurs en zone c'est des combinaisons avec beaucoup de dézonage. J'aime bien des joueurs qui bougent. J'aime pas un joueur où on dit tu as telle passe et tu bouges pas, tu t'occupes de tel joueur. Mais ta hitmap doit pas être plus grande que ça. Tu t'autorises quand même la liberté. Un joueur, ici, un ailier voudrait, parce qu'il sent que le jeu tourne à gauche et qu'il n'y a rien qui vient à droite, c'est OK pour toi d'aller... Oui, clairement, oui. C'est ce que je demande à mon équipe, c'est des dézonages, oui. Et chaque dézonage enclenche une compensation. C'est ce qui a mis du temps aussi au niveau début de saison. C'est que faut regarder alors. Il y a des plans de jeu, et c'est pour ça que je dis que j'aime les joueurs intelligents, parce que voilà, je veux qu'on joue aussi quand même pas mal à l'instinct dans les plans de jeu qui sont définis. Ça met du temps. Les joueurs ont mis du temps à se comprendre et tout ça. On a eu plusieurs joueurs de qualité qui sont arrivés. Ils ont mis du temps à s'adapter. Mais justement, je pense que tous les joueurs que j'ai cités là, c'est des joueurs justement qui ont ce style de jeu-là à l'instinct, avec des qualités de base et qui voient le jeu. En tout cas, c'est super important. Ouais. Les deux ailiers offensifs, Yannis Calais, encore une fois, grand lait, et Jason Surinx de la Nîmes. Oui, peut-être plus à part mes deux, à part mes deux plus vieux, parce qu'en neuf, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre que Jérôme actuellement, tout simplement. Il reste au-dessus, même si Oulo est très fort aussi. Le reste, c'est vraiment du très jeune, et Yannis m'a impressionné athlétiquement. Waouh, c'est une bûche, comme on dit. Il dégage, mais footballistiquement, c'est très fort aussi. Ça voit le jeu, ça a aussi quand même une facilité offensive déconcertante. Techniquement, c'est très très bon. Homme de centre ? Je connais moins Jason Surinx, mais homme de centre. Je connais moins aussi. C'est Jason, il m'a, je vais dire ça comme ça, il m'a vraiment scotché au niveau du volume de jeu qu'il a eu contre nous. Il a contre-presse défensif. Oui, il a vraiment occupé ce flanc énormément, avec beaucoup de courses, techniquement vraiment très fort et très juste. Il a eu très peu de déchets. Je ne le connaissais pas très très bien, je dois l'avouer. Je l'ai découvert, j'ai eu l'occasion de le voir à un autre match aussi, avec le même style de jeu.
C'est aussi quelqu'un d'assez rapide, très fougueux dans son jeu, mais juste. Les décisions en général sont justes. Et gros volume de jeu, donc pour moi ça va faire partie vraiment des très forts. Encore une fois, que de bons joueurs à Nanine. Hein. Oui, vraiment, hein, ils ont fait. Enfin, Alexis a fait une super équipe. Voilà, il a pris le temps de la construire. On s'était rencontrés fin de saison passée pour un amical. Il faisait pas mal de comme tests. chez vous, je veux dire, c'est des joueurs maison aussi. Ce sont des joueurs maison qu'on a pris le temps de former et qui éclatent même très rapidement. Qu'on a pris le temps de garder aussi. Oui, évidemment. S'ils sont restés, c'est qu'ils se la concurrence est rude en province de Namur pour des bonnes pépites de 17-18 ans. Oui, tout à fait. Hein, nul doute que c'est un joueur qui aura des propositions, si pas notre niveau, même peut-être plus haut, parce que voilà, il a d'énormes qualités. Maintenant, il y a beaucoup d'autres jeunes que je n'ai pas cités, que j'aurais aimé citer dans cette équipe, qui ont des qualités aussi, peut-être un ou l'autre plus vieux aussi, qui performent toujours malgré le nombre d'années. Donc voilà, il fallait en choisir à un moment, mais lui, il m'avait vraiment bien impressionné. En tout cas, est-ce qu'il placerait avant Ferdinand au classement ? Largement, oui. Je pense qu'avec une équipe comme ça, il y a vraiment moyen de faire des choses très bien. Pas mal de jeunes aussi, hein. C'est pas une équipe qui est très âgée. Hein. Non, oui. C'est une volonté de ma part. Ouais, c'est pour ça que je dis, il y a des postes où on peut aller chercher des plus vieux, qui potentiellement seraient peut-être plus aguerris et peut-être plus performants en régularité que ces joueurs-là. Moi, je suis très jeune, j'adore travailler avec les jeunes, et là... c'est clairement un profil qui me conviendrait parce que oui, c'est tous des jeunes, mais des jeunes de qualité où il faut encore des marges de progression. On peut les aider à reprendre cette équipe dans 2-3 ans et voir où ils en sont. On sera je signe à 2 mains, il n'y a pas de souci. Ça, c'est tout ça faire Delmont, Philippe, on ne sait jamais. Yves, mais justement, parce que je me fais la réflexion depuis le début de cette émission, je te trouve beaucoup de points communs avec Olivier. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu es d'accord sur la comparaison avec Olivier Causse ? Je trouve qu'il y a sur une philosophie de jeu, sur le regard bienveillant, exigeant, extrêmement exigeant, mais bienveillant vis-à-vis de ses joueurs, sur le côté gentil, pas bonne poire, gentil fondamentalement, sur ce côté jeune aussi, c'est bien qu'Olivier aime bien travailler. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'homme Olivier Causse. Oui, tu es d'accord ? tout à fait. Autant Olivier était avec la P1, c'est vrai que quand Régis a arrêté, il avait été clair avec l'ancien président, il voulait vraiment que ce soit moi qui aille travailler avec lui. Et j'ai appris à connaître Olivier, et c'est vrai qu'on a énormément de points communs, on a bien travaillé ensemble, on a vraiment passé une agréable saison tous les deux. Et je le remercie parce qu'au final, c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier pour les équipes premières. Et c'est vrai qu'on a cette philosophie aussi de jeunes, on est proche de nos joueurs tout en... on sait se faire respecter quand il faut aussi. Il est peut-être un peu plus excité que moi sur un bord de terrain. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu es aussi râleur sur l'arbitrage que lui ? Non, du tout, parce que je n'aime pas ça. J'aime pas voir mes joueurs râler. Je pense que ça doit m'arriver une fois sur la saison où il y a un moment ou l'autre où quand même, je rouspète un peu sur l'arbitrage, mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire parce que je sais à quel point c'est compliqué et on a besoin d'eux tout simplement. Et l'erreur est humaine. Maintenant, Olivier était quand même plus apte à prendre des cartes que moi, ça c'est sûr et certain. Olivier est peut-être un peu plus gueulard sur un bord de terrain, mais... C'est le gars qui... Olivier, j'ai vu combien de fois je l'ai vu hurler sur le bord du terrain, mais aller voir directement l'arbitre et remonter la moitié de terrain, la largeur de terrain avec l'arbitre. Alors, j'entendais pas ce qu'il se disait, il y avait probablement pas d'excuses, mais des explications, mais calmes. Derrière... On voulait aller... Il va chercher le contact humain avec le ref. Tout à fait, oui. Mais c'est quelqu'un de... plus réactif que moi, en tout cas, sur une décision qui va plus vite se faire entendre que moi. Moi, il me faut quand même quelques erreurs d'arbitrage avant que je commence un petit peu, en tout cas, à interpeller gentiment le référé. Mais bien sûr, c'est quelqu'un de super humain. Et même quand il s'emportait vis-à-vis d'un joueur ou d'un entraîneur, c'était toujours le premier à aller à la discussion et justement à planir les choses, parce que ce n'est pas du tout ça. Dans le chat, Majid Zbad, qui est l'entraîneur de SPI, vous demande quel est le point faible de Rochefort. Parce que vous avez quand même battu 5-3 là-bas, vous avez quand même mis en difficulté Rochefort. Alors tous les autres coachs de P1 qui doivent encore jouer Rochefort sont intéressés. Quel est donc le point faible de Rochefort ? Parce que toutes les équipes ont un petit point faible, non ? Alors votre vision comme entraîneur de cette équipe ? Alors c'est vraiment très compliqué parce que Rochefort est vraiment très très complet. Après, des points faibles, je ne vais pas dire qu'il y a des points faibles, pour la simple et bonne raison qu'il y a vraiment une combinaison de joueurs qui est vraiment très impressionnante. Le système de jeu de Greg est vraiment bien où il est. Il y a aussi beaucoup de mouvements. Les systèmes de jeu. Les systèmes, mais voilà, Greg Servet, c'est important aussi par rapport aux autres cylindres provinciales. Ils savent s'adapter. Oui, ils s'adaptent tout à fait. Et il y a vraiment des changements de rythme très importants. Ils savent contrôler un match quand il faut le contrôler. Ils savent accélérer quand ils ont décidé d'accélérer. Des points faibles, je ne vais pas dire des points faibles. Il y a peut-être un joueur ou l'autre qui, dans certains domaines, ont plus de difficultés que d'autres, mais c'est vraiment très bien compensé avec les joueurs qui sont à côté. Donc,
certains joueurs qui peut-être m'auraient pas impressionné dans d'autres équipes. Dans cette équipe-là, en tout cas, ils sont très bien. On sait leur marquer un but. Bien sûr. Mener rapidement 2-0, ça pourrait peut-être être les choses qui feraient douter ou qui énerveraient une équipe comme Rochefort. Oui et non. C'est vrai que quand le match est un peu plus serré avec eux, voilà, forcément, on voit le banc qui... Ou garer le bus. Voilà, mais nous, en tout cas, on ne sait pas le faire. On va le dire ça comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie pas. Et voilà, je préfère qu'on est là pour jouer au foot. Mais garer le bus devant Rochefort, ça sert à rien pour la simple et bonne raison. Oui, ici, il y a eu le match nul ici, mais c'est mieux. Voilà, c'est aussi une grosse cylindrée de la série. Mettre un bus devant Rochefort, on sait que tôt ou tard, il y en a un qui va passer, que ce soit avec les qualités d'Herbier. Il y a Aurélien Leclerc, pareil. Mathéo Puche, tout ça, c'est voilà. Ou le banc à la 60e. Quoi. Tout à fait. Les phases arrêtées, on n'en parle même pas. Ils sont à plusieurs à pouvoir frapper. Ça frappe de loin, ça s'est centré, de la tête, la reprise de volée. Mais ils sont quand même pas imbattables. Bien sûr que non, ils ne sont pas imbattables. Voilà, tout peut arriver sur un match. Voilà. En tout cas, je sais qu'ils ont été tenus. Personne n'a encore réussi cette saison. Ils ont été tenus un peu plus longtemps à certains matchs au niveau du score. Et effectivement, ça s'énervait un peu plus parce que, voilà, on n'a peut-être pas l'habitude justement qu'on arrive à leur résister. Donc, tout est possible. Je ne dis pas qu'ils vont être imbattables sur la saison. Il faudra, entre guillemets, on a tous des hauts et des bas. Donc, il arrivera bien un jour où ils se feront avoir. Ils peuvent tout gagner, hein. Même la Coupe ils sont toujours là. Bien sûr, ils ont les qualités pour. C'est un beau défi de les faire chuter. Ouais. Et allez, si on se remémore des années et des années derrière nous, je n'ai pas l'impression qu'il y a déjà une équipe qui a fait tout le championnat sans être battue et qui gagnerait aussi la Coupe. On n'en est pas encore là, mais c'est bien parti. Ici, c'est vraiment la complémentarité. Hein. Il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes, il y a de l'expérience qui sont là pour calmer les jeunes. Les jeunes, ils ont vraiment faim, ils ont envie de s'imposer. Chaque minute qu'ils prennent, ils montent pour montrer quelque chose. Ils montent pas juste en râlant parce qu'ils montent 5 minutes. Ils montent les 5 minutes qu'ils montent. Je prends Aurélien qui est monté des fois à quelques minutes de la fin. Il monte, il va mettre son goal. Ils ont faim, ils veulent montrer qu'ils méritent leur place aussi. Les plus vieux encadrent vraiment très très bien. C'est vraiment la bonne balance, je trouve. C'est peut-être l'équipe la mieux balancée au niveau de la P1 cette année. Ouais. On avance, Philippe. C'est la mi-temps. On va passer à la revue de dans un instant. Je vais juste un petit message de Monsieur Copé via David qui nous dit qu'il est le référé de dimanche contre Lustin. Petit contact préalable. Qui lui, pour ma part, la pédagogie est un point fort dans une rencontre. Je partage d'ailleurs l'avis de Monsieur Copé, à qui je souhaite un excellent match entre Fernelmont et Lustin. Ça se joue chez vous À Lustin. Oui, ça se joue à Lustin, effectivement, sur le très joli synthétique. Philippe, rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard, la revue de presse de ce mercredi. Et je suis quand même toujours contredit. Et bravo, Ferenc Lievens, qui nous dit Esch, à l'époque, l'avait fait un championnat sans faute avec un leader. Non, pas sans faute, sans défaite. Ah oui, à l'époque l'avait fait, j'imagine, je ne le précise pas, mais on peut nous le préciser, championnat et coupe de toute façon. Mais est-ce que c'était un championnat sans match nul? Après, Philippe, quand tu es à 21 matchs et que tu n'as perdu que 4 points, c'est d'ailleurs le même nombre de points perdus par... on parlait de Jemep tout à l'heure, en P3, Jemep n'a perdu que 4 points aussi, il n'a pas encore perdu de match en fait. Donc 19 victoires, 2 nuls. Chapeau en tout cas à l'équipe qui ira gagner contre Rochefort. Ça sera probablement la seule, comme ça avance là, du championnat, sauf fin de saison un peu en roue libre. On part à la revue de presse, Philippe. Très rapidement, on commence par Meux. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité aussi, mais voilà, les deux belles surprises, peut-être les deux plus belles surprises de la D1 CFF, eh bien, ce sont Meux et le club luxembourgeois de AB. Je ne vais pas dire la surprise générale, parce que ce sont de bonnes équipes quand même, mais on attendait peut-être plus Rochefort et stocké à leur place dans le top 6. Eh bien voilà, Cocorico, Meux sera dans les play-offs pour le titre et pour une éventuelle montée, puisque si du côté de la D1 VV, chez l'aile flamande, il n'y avait pas de montant, et ça serait donc il pourrait y avoir 2 montants même, mais bon, ça c'est peut-être utopique d'imaginer cela. En attendant, il faut encore avoir la licence aussi. Hein, oui, bon, de toute façon, c'est pas l'ambition de Meux de monter chez les pros là tout de suite. Ils ne sont pas encore prêts. Pour la licence, on en parle dans cet article de Vers l'avenir de mardi. Donc la licence, le dossier doit être remis pour le 2 février. Devait être remis, puisqu'on est déjà dépassé le 2 février. C'est fait, c'est même en bonne voie. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour Meux, qui a demandé aussi une licence D3, puisque la P1, comme Rochefort B, la P1 va jouer probablement le tour final aussi pour une montée. Et qui sait, on va voir si Rochefort B sera la toute première équipe B à monter en national. Meux B pourrait suivre via un tour final. Et coïncidence, puisque je vous parlais d'AB aussi, bonne surprise, eh bien les Luxembourgeois
luxembourgeois aussi ont une équipe B en passe de monter. Donc voilà peut-être des clubs au demeurant bien gérés qui pourraient rejoindre la nationale d'ici peu. On va avoir une D3 CFF namuroise, en fait, si ça continue. Ah. Dans quelques années, on va... Oui. Les clubs qui ne sont pas namurois seront l'exception dans cette... Alors, j'anticipe sur votre remarque un petit peu, j'embraye plutôt, pas anticiper sur votre remarque en disant que, attention, puisque la saison prochaine, ce sera un championnat particulier aussi, puisqu'on prépare la nouvelle mouture des championnats nationaux. Ça veut dire qu'il y aura 3 séries de 12 en D3, il y en aura 2 séries de 12 en D2. Donc pas impossible d'avoir une série full namuroise. Full namuroise. Et ce sera la saison prochaine une saison intéressante aussi pour ceux qui veulent monter en national. Donc les présidents qui nous écoutent, peut-être que c'est le moment de faire un petit effort, puisqu'il y aura plus de montants. On passera de 11 à 14 montants, donc via le tour final interprovincial, qui se jouera peut-être pour du beurre. Il y aura encore beaucoup de montants dans la saison prochaine. C'est peut-être le moment de rejoindre la nationale. Ça nous éloigne un petit peu de notre revue de presse. Faut un projet quand même pour rejoindre la nationale. Voilà. Meu aussi explique son super début 2026 par une trêve qui a été physiquement très bien gérée par tous les joueurs. Donc, est-ce qu'on n'a pas trop fait la fête là-bas? En tout cas, les points sont là. 7 points sur 9 depuis 2026. Meu est en pleine bourre et ça va continuer. À mon avis, ils sont vraiment très, très bien. Allez, on passe à l'autre club, Rochefort, l'autre club namurois de cette D1 CFF. Rochefort, c'est un peu la soupe à la grimace, puisqu'on espérait jouer les playoffs et on... Encore une toute petite chance. Il faut faire 6 sur 6. Il faudrait que Charleroi U23 fasse 0 sur 6 et que Stocké ne prenne pas de points non plus. Ça fait beaucoup de si. Donc même le président n'y croit plus. Il dit quand même qu'il est très triste que justement 2 erreurs d'arbitrage aient influencé aussi la position générale. Tout le monde pourrait le dire, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu un penalty raté dans les arrêts de jeu quand ils ont joué contre les U23 du Standard. Et là, il y a aussi eu un fait dont on n'a pas trop parlé, mais certains journaux en ont parlé quand même, la fin du match contre Namur. Namur a bénéficié apparemment, j'insiste sur apparemment, je n'étais pas au match, donc je n'ai pas vu les images d'un penalty cadeau. Et si je dis ça à la dernière seconde, c'est tout simplement parce que l'arbitre a reconnu devant les entraîneurs son erreur, qu'il n'aurait pas dû avoir penalty. Aurait reconnu, parce qu'on n'a pas non plus. Voilà, on va garder voilà. le conditionnel. Et je pourrais même aller un petit peu plus loin, puisque si c'était vraiment le cas, eh bien Rochefort aurait pu poser réclamation dans les 3 jours. Et on me dit à la CFF qu'ils auraient obtenu gain de cause. Je le dis aujourd'hui soir, parce qu'il est trop tard maintenant pour poser réclamation. Eh bien, s'ils avaient posé réclamation et que cette parole s'était avérée vraie de l'arbitre, on aurait pu tout simplement rejouer ce match. Bon, Après, je dis toujours quand même aux supporters, généralement, pas aux présidents du club qui me parlent et qui sont déçus de leur saison à tout niveau de compétition confondu, amateurs comme professionnels. Une saison Yves, et je prends comme témoin un entraîneur d'expérience, ça se joue quand même pas sur 2 décisions d'arbitre. Non, ça je suis d'accord. Ça s'équilibre sur une saison. Ouais. Il y a toujours des bonnes décisions dans un sens et des mauvaises dans l'autre. Il y a des points qu'on peut prendre grâce à une erreur d'arbitrage et on en perd dû à une erreur d'arbitrage. Mais sur une saison, ça s'équilibre pour tout le monde de toute façon. Ouais. Parce que pourrait aussi peut-être des pénaltys qui ont été donnés et qui ont tout rapporté 1 point ou 3 points sur la saison. Enfin, tout voilà. à fait. Il faut bien trouver des explications. Je pense qu'il faut. Oui, c'est peut-être une explication avec une autre. Maintenant, ils sont à 5 points de Charleroi, comme tu dis. Rien n'est perdu. Il reste 2 matchs. 2 matchs. Il faut faire 6 sur 6. Il faut faire un 6 sur 6. Et Charleroi, je ne connais pas le problème de Charleroi. Il n'y croit plus. Il n'y croit plus, Rochefort. En attendant, il dit aussi, et ça c'est juste, ce n'est pas une équipe professionnelle. Encore, Rochefort a de très très bons joueurs, mais il ne s'entraîne pas tous les jours. Donc, il peut comprendre que des monstres, Virton, Tubis, mais on ne parle pas de cela. On parle surtout de RB et Meu. Juste un chiffre, goal difference, moins 10. Ben voilà. Charleroi, goal difference, 1. Donc, clairement, il y a un top 6 et puis il y a l'autre. Je crois qu'il est bien établi maintenant. Voilà. Alors, terminons avec Rochefort, qui a maintenant un accord pour l'académie, mais j'entends toujours, chaque année, j'entends qu'on parle d'un accord. En attendant, maintenant, on parle du 1er juin 2027, l'inauguration de cette académie des jeunes à Rochefort. Les choses avancent. Les choses avancent, oui. Maintenant, il faut du concret, évidemment, mais ça ne saurait tarder. Et puis, le permis pour le grand stade qu'on veut bâtir à Marche, eh bien, il serait donné
en été. Les choses avancent aussi, mais c'est bien, je trouve qu'il faut le dire aussi, parce que bon sang pour le football en province de Namur, et on parle régulièrement aussi de l'Union Namur, qui a aussi ce type de projet. Meux n'a pas ce projet-là, il faut respecter les projets et l'ampleur des projets, il faut respecter Meux et sa volonté de, pour l'instant en tout cas, rester... plutôt à de bonne place. Il faut respecter aussi le projet de Annay, de l'Ouest, de se dire... Mais, merde, j'ai l'ambition aussi, on va essayer de faire quelque chose et monter quelque chose. Moi, les Ligniers le font, les Liégeois le font, je trouve que les Namurois doivent aussi oser le faire. Voilà, Avis personnel. Hein, mais... on verra. On termine cette revue de presse par deux petites infos. Et l'article de nos amis de Sud Presse dans l'édition aussi de mardi, voilà, j'ai pris ce petit article tout simplement parce que la semaine passée, avec notre invité, nous avions parlé, je pense qu'il l'avait cité pour son équipe type, de Esteban Drago, qui apparemment, vous le connaissez aussi, Yves est un tout bon attaquant à Ligny. Pu faire partie de l'équipe type aussi, j'y ai pensé. Voilà. Faire des choix. Donc, eh bien, mettre des gens sur le banc. Hein. Bah oui. Apparemment, BM fait le forcing pour recruter Esteban Drago. BM qui a quand même Mestrio dans ses rangs et Forlaï aussi. Donc, est-ce qu'on va prendre Drago en plus? C'est dans l'air du temps, en tout cas. Le garçon réfléchit et il avait dit non une première fois il y a 1 an ou 2, je pense. Il voulait d'abord jouer un peu avec Ligny en première provinciale. Bon, il me semble qu'il est plus près de faire le saut maintenant. C'est un joueur qui doit jouer national. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très compliqué. Je ne suis pas quelqu'un qui freine les joueurs quand ils ont l'occasion de jouer plus haut. Maintenant, par expérience, certains sont revenus encore chez nous cette année. Ils ont essayé plus haut. Le temps de jeu n'y est pas. On sait qu'à cet âge-là, il faut jouer. Il n'y a rien à faire. S'il ne joue pas, ça stagne, malgré que les entraînements aident à progresser. Mais il faut du rythme, il faut du jeu. Un jeune de 19 ans qui ne joue pas, on ne le garde pas longtemps parce qu'à un moment, la frustration est telle. On voit Louis, par exemple, il a arrêté un peu à cause de ça aussi. Il manque de temps de jeu, beaucoup d'investissement pour peu de temps de jeu. À 19-20 ans, c'est très compliqué. On veut surtout jouer. Je pense que ça reste surtout une passion et un amusement. Donc, difficile de lui conseiller d'y aller ou pas. S'il y va et qu'il performe, ça sera le bon choix. S'il y va et qu'il ne performe pas, il aura tenté sa chance. Et voilà, je pense que Ligny sera toujours avec les portes ouvertes. Et si pas, je suis sûr qu'il y a plein d'autres clubs qui auront les portes ouvertes pour lui. Il y aura d'autres offres, certainement. Ou faire Delmont, par exemple. Bien compris le message. On termine avec une petite info toute chaude qui n'est encore parue nulle part. Mais ça devrait, je vais employer le conditionnel, même si j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de conditionnel. Esch, et ça c'est une bonne nouvelle pour tout le foot namurois, de provincial comme de national, Esch pourrait récupérer 3 points sur le tapis vert. Ce sera officiel mercredi prochain, tout simplement parce que donc ils ont été battus à l'URLC dimanche 2-1, mais l'URLC a aligné un joueur qui était suspendu. Voilà. Et c'est confirmé, Esch a introduit réclamation? Esch a bien introduit réclamation par son président, donc je ne vois pas ce qui est... C'est déjà vérifié, le joueur, il y a eu un problème d'orthographe, mais en tout cas, le joueur lui-même savait qu'il était déjà à 3 cartes jaunes. Bon, il a joué au plus malin, il a voulu jouer, et voilà. Et ça risque de coûter 0,5. 3 points. Ceci dit, 3 points qui vont être très importants dans la lutte pour le maintien. Attention. Et 3 buts aussi dans le décompte final. Attention. On arrive tout doucement dans les fins de championnat. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en deuxième mi-temps désormais. Oui. Je vous le rappelle, vous êtes sur Facebook, vous nous écrivez vos questions, vos commentaires. Je vois que Fred Delcomen nous regarde, on le salue, évidemment. Et puis dans quelques instants, on aura le quiz aussi avec un bon d'achat pour du matériel sportif à gagner. Ce sera pour dans quelques instants pour le quiz. Et puis on va évidemment accueillir également notre deuxième invité de la soirée. Je regarde un petit peu sur le chat. Vous êtes bien calme aujourd'hui, les amis. Pourtant, vous êtes quand même pas mal sur le chat, mais vous êtes bien calme, tant mieux, c'est très bien. Ferenc Levens nous dit qu'il y a eu des défaites. Ah oui, je pense qu'il revenait... sur Esch. Oui, avant, là, ouais, sur Esch, je pense. Oui, mais donc Esch a fait le doublé Coupe Championnat, mais il avait eu des défaites, c'est ça qu'il veut nous dire Je présume que c'est ça. Donc nous, on disait justement qu'il n'y avait pas eu... Pour l'instant, en tout cas, effectivement, on n'aurait pas connu de club dans le Namurois qui avait été invaincu sur une saison. Voilà. Enfin, soit... Fernelmont, toujours 2 sites à Fernelmont, le terrain herbe et le synthétique. On a le synthétique et un herbeux à Biarrois. Ouais. C'est ça. Et le terrain, parce qu'à l'époque, on jouait l'équipe première sur le terrain en herbe, c'est toujours le cas aujourd'hui ou non, c'est sur le synthétique. Avant, c'était
à Amptine. Ou c'était Le Amptine, site d'Amptine c'est ça. a été arrêté vu qu'Anden l'avait récupéré la saison passée. Et donc nous, non, synthétique complètement pour l'équipe première. Et, Satisfait avec ce synthétique qui est pas mal. Satisfait, oui, bien sûr. Voilà, ça, c'est du synthétique. Donc, voilà, Et vous allez encore c'est- être plus satisfait bientôt, parce que c'est ça qui est intéressant de rester à Fernelmont, parce qu'ils vont, je me suis laissé dire, c'est vous qui me l'avez dit, je pense, Ouais. qu'il y allait avoir toute nouvelle buvette et des nouveaux vestiaires. Ouais, C'est il y a- imminent. C'est vrai que la buvette est... Le projet a été, voilà, le projet est rentré, le projet final a été décidé, les plans sont faits. J'ai même eu l'occasion de voir un petit projet, un petit avant-projet. Donc maintenant, c'est un Infrasport qui doit terminer et les budgets qui doivent être définitivement validés. Mais le projet avance bien. Il y aura une nouvelle buvette avec 8 vestiaires qui se situerait à l'arrière du goal. Nouveau parking, 4 lignes de parking avec passage. Toujours avec pour les gravier vélos. ou sans gravier? Bonne question. Je sais pas où ils en sont. Voilà, mais Programmé pour quand alors nous, la première partie n'est pas en gravier. C'est vrai que quand on va plus loin, Oui. là c'est des graviers, mais il a été entretenu, il est en bon état, il y a des graviers partout, donc c'est bien. Mais c'est vrai que on devrait avoir ça, nouvel éclairage et logiquement une nouvelle surface en même temps. Dans le même projet? Le tapis serait changé en même temps, oui, parce que c'est par 10 ans. Donc s'il y a des budgets maintenant, on est reparti pour 10 ans sans. Donc le terrain est en très bon état, mais il ne tiendra plus non plus. 2027, 2028, j'imagine qu'on est un peu dans ces eaux-là. Ouais, voilà. Ce qui est extraordinaire quand même à Fernelmont, c'est qu'il y a 300 jeunes. Hein. C'est Ouais. pas une toute grosse entité, mais 300 jeunes, Ouais. ça veut dire que le club a vraiment bonne réputation et qu'on y confie. Avec de la aisément. concurrence dans Ah la oui, région, bien sûr. du Ouais. côté de la commune d'Aiguezé, forcément du côté On est pas loin de de Meux, la quand même. Bruyère, Meux, avec l'Arquet qui est quand même pas non plus trop loin. Enfin, il y a une grosse Ouais. concurrence de clubs. Hein. Après, on sait que c'est toujours les vases communicants. Il y a quelques années, on a eu l'occasion d'aller avec plusieurs équipes en IP. Donc forcément, c'est au moment où on a eu l'occasion d'avoir encore plus de jeunes que ça. Malheureusement, les jeunes sont partis dans les clubs aux alentours qui aspirent et qui sont, on va dire, plus performants, en tout cas au nombre d'IP et tout ça. C'est une vitrine aussi, un IP pour les plus petits clubs par rapport à des grosses... Oui, mais après, c'est intéressant. C'est pas toujours évident, mais je trouve en tout cas que c'est intéressant à partir du moment où on est champion en provinciaux ou par rapport à un classement qu'on monte, il y a vraiment une marge de progression et ça se rapproche quand même beaucoup plus déjà d'un football d'équipe première, que ce soit tactiquement ou autre, rythme de jeu et vision de jeu, c'est plus intéressant. Moins physiquement, par contre, c'est ce qui manque parfois. Mais Oui, bon. effectivement. Maintenant, oui, des joueurs sont partis, certains reviennent. Il y en a qui partent dans des clubs entre guillemets peut-être plus huppés de la région. Ils finissent par revenir bien souvent en équipe première chez nous aussi, donc ce n'est pas perdant de voir les joueurs partir. Maintenant, d'autres clubs ont grandi très vite, ils repèrent des joueurs, il y en a qui reviennent chez nous. Ça fait Voilà, partie- d'une année à partie, l'autre, ça varie, ça fait partie. c'est ça. Mais on sait qu'on a un coach qui aime bien les jeunes. Donc Oui. c'est vrai que c'est... Plusieurs joueurs de 16 ans qui sont dans l'équipe. J'ai encore eu l'occasion de prendre même un ou l'autre U17 IP pour venir compléter quand on a eu beaucoup d'absents, donc je n'ai pas hésité à les faire venir. Ils ont eu Quand on sait l'occasion qu'on a de une jouer. chance de jouer en équipe première, Ouais. en alignant très rapidement, du moins en alignant son jeune, qui est bien formé, qui a un peu de qualité, mais on sait qu'il Ouais. aura plus vite peut-être qu'ailleurs sa chance, mais ça attire aussi. Hein. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ça. L'année passée, on avait pris Lilian Van Rijkegem, tout juste 16 ans. Il a été plusieurs fois titulaire et très important, dont un très beau goal contre Aiguezé, je me souviens de loin. Voilà, on a Colin Minet cette année qui est relativement jeune aussi. Il y en a d'autres. Lou, notre gardien. Lou Carlier. Hein. Voilà, tout à fait. Il vient de fêter ses 17 ans et il a déjà plusieurs caps de titulaire cette saison avec nous. Il a eu son importance encore ce week-end. Il n'y a pas de raison de ne pas lancer les jeunes à partir du moment où ils ont les qualités. Après, il faut accepter que de temps en temps, il y a une petite erreur ou l'autre. Mais voilà, je pense que c'est intéressant en tout cas de lancer les jeunes. Ouais. Les amis, je vous propose d'accueillir notre deuxième invité parce que le temps file. Pierre De Voice, le T3 de Meux. Bonjour Pierre, dans ces dossiers, mon Dieu, ça fait sérieux ça, on dirait un professeur d'université au milieu de son labo là. Bienvenue Pierre dans l'émission T3 donc du RFC Meux, ami également d'enfance de notre réalisateur Nicolas Delpar, si j'ai bien compris. J'en profite d'ailleurs pour saluer, pour remercier l'équipe technique, Nico Delpar, à la Réal, Dimitri Goffin qui est là pour gérer les appels et les images, et puis Jean-Marc Nicoletti qui vous permet de nous entendre, puisque c'est l'ingé son. J'entendais, mais c'est juste pour la petite blague, pour te détendre, hein, j'entendais qu'il y avait des barbecues avenue de l'Europe. C'est quoi ce truc ?
Oui. Donc là d'où Nico provient, donc dans la rue, il y a une fête de quartier qui s'organise chaque mois d'août et c'est souvent très festif. C'est ça, on va s'en maintenir. Ce qui se passe au Avenue de l'Europe reste Avenue de l'Europe, évidemment. Bon, plus sérieusement, Pierre, je vois pas très bien ce que Meux pourrait rêver de plus, là, pour l'instant. Quatrième d'une série où les 3 premiers sont clairement des clubs de D1B, enfin de Challenger Pro League. On les talonne à égalité avec Abélaneuve, qui est costaud aussi cette année. Enfin, c'est encore une fois, on le répète depuis... Allez, 10, 15 ans maintenant, et avec des entraîneurs différents, on le disait avec Marco, on le dit avec Laurent maintenant, encore une fois, au-dessus du lot en province de Namur, la Dream Team, quoi. Mais je pense que, comme vous le dites, les 3 premiers sont des structures professionnelles, hein, il faut pas s'en cacher, que ce soit Virton, Mons ou Tubize, l'infrastructure, l'encadrement, les joueurs sont sous contrat, s'entraînent en journée. Effectivement, ces équipes-là sont logiquement au sommet de la division. Après, je pense pour un peu découvrir Meux maintenant qu'il y a des entraîneurs qui ont tourné là, bien que ce sont souvent des cycles qui durent. Mais la philosophie du club reste intacte. On a un petit souci de La connexion, liaison on n'est a plus vu avec Et Pierre. on perd un peu la connexion. Ah ben voilà, on t'a retrouvé, Pierre. Voilà. Désolé. Pas de souci. Donc je disais, oui, que déjà avec Marco Casto, ça se passait bien, avec Laurent aussi. Et je pense que si un jour il y a un changement d'entraîneur, le prochain, ça se passera tout aussi bien parce que la philosophie du club reste intacte et ça reste un club tellement familial. Enfin, moi, je découvre un peu ça cette saison. Voilà, chaque victoire que l'équipe première glane est fêtée avec les jeunes du club dans le vestiaire. Enfin, ça, c'est quand même un truc que j'avais jamais vu avant, quoi. Le vestiaire s'ouvre à tout le club en fait après les matchs et donc les enfants, les jeunes du club qui évoluent dans les différentes catégories d'âge s'identifient vraiment aux joueurs du noyau A et je pense que c'est aussi ce qui fait la réussite d'un club comme eux. Ouais, il n'y a quand même pas que ça qui l'explique. Enfin, j'entends bien l'ouverture des 3e mi-temps dans le truc. 2 points d'avance sur une structure professionnelle, Charleroi B. Enfin, Charleroi B, Charleroi est en demi-finale de la Coupe de Belgique pour l'instant et pourrait bien être en Europa League ou en Conference League, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, la saison prochaine. Vous avez 11 points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise B. De nouveau, structure professionnelle. L'équipe A de Coupe d'Europe a bien failli, n'a pas manqué grand-chose de passer le cut en Europa League, le cut des 24 premiers de se qualifier pour le barrage. Dernier du classement, ok, mais enfin, toujours dans la série Standard B. L'Union, j'y reviens, que vous avez battu le week-end dernier. Il n'y a quand même pas que l'ambiance familiale qui explique que vous allez corriger et fesser des clubs qui ont des moyens, qui sont avec 1 ou 2-0 en plus que vous, quoi. Non, alors effectivement, je pense que le noyau est de très bonne qualité. Ça, c'est déjà un premier point, avec des joueurs qui ont énormément d'expérience à l'échelon national. Bon, par rapport peut-être à ces noyaux que vous citiez de U23 où parfois ça pêche un peu au niveau maturité dans les moments clés des matchs. Après, c'est tout un ensemble, donc, noyau de qualité, un coach Laurent qui laisse aucun détail. Qui prend vraiment attention à être méticuleux sur le moindre détail, qui prépare de manière professionnelle, parce que voilà, même si Meux est une structure amateur, enfin, j'ai découvert un coach qui travaillait vraiment de façon professionnelle, en prenant beaucoup de son temps pour analyser sa propre équipe, analyser les performances de ses joueurs, mais aussi analyser l'adversaire. Finalement, il connaît les 12 équipes sur le bout des doigts dans cette série et je pense que ça c'est déjà une arme en soi parce que rien n'est laissé au hasard. Il est prêt à faire face à toutes les situations et Pierre, est-ce que c'est pas justement, est-ce que c'est pas justement ça un peu le facteur X depuis 15 ans, Marco Casto, ancien joueur professionnel,
dont on connaît aussi la rigueur de préparation et individuelle, et collective, et tactique, et de l'adversaire. Laurent Gomez aussi, pour l'avoir suivi sur 1 ou 2 matchs, notamment en match de Coupe de Belgique à Saint-Tron, je le revois rentrer dans le vestiaire de Saint-Tron, où tous les joueurs sont comme à Disney. Mais c'est normal, enfin, tu rentres dans un stade de D1, et tu sais que tu vas y jouer 1 heure après, tu es à Disney. Mais Laurent, il était déjà dans son match. Il était déjà sur le tableau blanc, il mettait déjà ses pions. Enfin, non, mais c'est rare chez des entraîneurs amateurs, c'est hyper rare d'avoir cette rigueur-là, alors qu'il ne joue pas sa vie. Il joue pas sa carrière, il gagne pas de quoi payer sa maison avec le foot, et il n'a pas des joueurs professionnels à faire monter en Coupe d'Europe dans 2 ans. Il n'y a aucun objectif. Et pourtant, il le fait. Je pense qu'il fait avec d'abord énormément de passion. Donc, à partir du moment où on est un passionné comme lui peut l'être, bah, ça facilite le temps qu'on consacre à cette passion. Après, ben oui, il a connu lui comme joueur aussi des structures professionnelles, a été lui-même joueur professionnel, entre autres sous la tutelle de José Riga, à l'époque, je pense à Mons, entre autres. Donc voilà, tout ça lui a amené peut-être l'a préparé à être l'entraîneur qu'il est devenu, et avec la réussite qu'il a depuis qu'il est à Meux. Et la Parce fidélité. que, ben voilà, la réussite, c'est pas uniquement la demi-saison ici. Hein. Bon, ce qu'il fait depuis qu'il est là est quand même vraiment très positif, et il le fait toujours avec la même passion. Enfin, on a l'impression qu'il vit presque au club, quoi. Quand j'arrive, il est déjà là. Quand je repars, il est encore là. Et je me demande parfois si c'est pas presque sa deuxième maison, son club. Allez, Pierre, petit clin d'œil de Lucien Gauchet, un des tout bons joueurs de Meux qui performe aussi en ce début d'année. Les classeurs derrière toi, Pierre, c'est les analyses que tu as faites mardi à la place de venir à l'entraînement ? Ah oui, il fait bien d'en parler. Non, alors, les classeurs sont ceux de mon épouse, qui est prof de français en secondaire supérieur. Je n'ai pas la prétention d'avoir autant de lectures de par ma profession. Ok, voilà. Pierre. Mais pour répondre à Lucien, ben voilà, mardi, c'était un entraînement qui était plus destiné au ludique. Et Laurent m'avait dit que c'était d'office pas forcément la peine que je sois là, puisque dans mon cursus UFAA, je dois analyser des entraînements avec des thématiques bien spécifiques et autres. Et donc là, ça n'aurait pas été le cas. Donc il m'a généreusement laissé une soirée libre en famille. Alors, pour ne vexer personne, je crois que c'est important de repréciser cela aussi. Quand on dit que vous êtes le T3 de Meux, en fait, vous êtes plutôt un bénévole. Vous n'êtes pas rémunéré à Meux pour le travail que vous faites. Un stagiaire. Ou un stagiaire, voilà, c'est en quelque sorte comme ça qu'il faut le voir. Je dis ça par rapport à, ne fût-ce qu'au T2, Nicolas Mazier, qui pourrait se dire, tiens, on met en valeur le T3, pour parler de la belle série de victoires de Meux pour le moment. Un T3 qui n'a, ce que j'oserais dire, qui n'a pas grand-chose à dire. Mais c'est un peu le cas, puisque vous êtes là, comme à l'école, pour passer ce fameux brevet UFAA. Vous êtes obligé d'être dans un club de série nationale. Et voilà, vous n'êtes pas d'ailleurs présent à tous les matchs, je pense, de MEA. Reprécisez un petit peu le travail que vous faites et comment êtes-vous arrivé à Meux pour ce brevet. C'est ça. Donc, UFAA. l'année passée, donc j'étais dans le module préparatoire UFAA, où là, le fait d'être entraîneur principal au minimum en P2 suffisait pour le dossier d'admission. Donc il y a tout un travail de fond qui avait été fait, une défense jury à présenter avec ses projets de jeu par rapport au club dans lequel on était entraîneur principal. Une fois ce module préparatoire validé, on entrait dans le cycle 1 UFA, ce que je fais actuellement, où là, les conditions d'admission montaient également aussi en exigence. Donc, il fallait au minimum être actif dans une série nationale en tant que T2 en minimum en D3 ou D2 amateur, ou T3 en D1 amateur. Donc, en début de saison, j'étais toujours actif, comme vous le savez, à Pont-de-Rome, qui était fraîchement promu en P1. Et donc, il a fallu que je trouve un endroit pour pouvoir continuer ce cursus, parce que c'était devenu ma priorité dans mon plan de développement d'entraîneur, d'obtenir ce diplôme UFAA à terme. Donc, je me suis d'abord un peu renseigné. Je connaissais plusieurs coachs de série nationale, dont Pascal Bérangean à Eveleth,
Bon, voilà, finalement, j'ai opté pour Meux dans un souci de proximité aussi par rapport à mon domicile, parce que entre Florène, Andenne et Florène-Meux, on parle du simple au double en termes de kilomètres, et je savais que j'allais devoir être fort disponible pour assister à ça, parce qu'on a quand même une obligation de passer la saison, entre guillemets, avec le club dans lequel on fait un stage, de faire un maximum de matchs, d'assister à un maximum d'entraînements. On doit dispenser également des entraînements à l'équipe. Donc, quelqu'un qui voudrait faire ce genre de cursus sans être impliqué à 100% dans ce genre de structure, n'y parviendrait pas, parce que ça se remarquerait tout de suite qu'il ne connaît ni les joueurs, ni leurs qualités, ni leurs défauts. Donc, le fait de vivre au quotidien avec eux, j'ai appris à les connaître, et ça a facilité tout le travail dans les passages terrain visionnés par Michel Di Giugno, notre professeur, dans le cadre de mon cursus. Votre souhait, c'est de devenir adjoint d'un club de D1, D2, D3 amateur, un peu une trajectoire à la Jean-Baptiste Bertrand à Bième, Jean-Baptiste qui lui aussi, j'imagine, qui est proche d'avoir son brevet UEFA A, sa licence UEFA A, et qui est tout proche peut-être aussi de devenir entraîneur principal, peut-être un jour de Bième. Mais c'est d'ailleurs, je te laisse répondre juste après Pierre, mais c'est justement une question d'abri de Tilleux. Nouvel objectif T1 provincial ou staff de national. Voilà. La question va difficilement se poser puisque je devrais encore faire le cycle 2 la saison prochaine pour l'UFA, donc le dernier cycle, et les conditions d'admission seront semblables. Donc je pense que si je devais accrocher un rôle, et pour le faire maintenant depuis quelques mois, depuis que j'ai quitté mes fonctions à Pont-de-Rome, pour le faire pleinement depuis quelques mois à Meux, c'est clair que l'idée d'être dans un staff de national est quelque chose qui pourrait vraiment être sympa dans mon processus de développement, parce que côtoyer des coachs de la trempe de Laurent, c'est quand même quelque chose qui est très porteur et qui est très formateur aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses qui peuvent m'inspirer de côtoyer des coachs comme Laurent. Donc je me vois plus à terme dans un projet comme entraîneur adjoint, assistant coach, parce que on a aussi un peu moins de pression, surtout dans ces divisions-là où la pression est de plus en plus forte. Mais un bon Après, projet, ça ne veut pas dire pour ça que si un beau projet provincial se présentait, ça ne veut pas dire que je n'étudierais pas et que je refuserais catégoriquement. Donc honnêtement, là, la question ne se pose pas, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de propositions qui sont venues sur ma table. Sauf que Meubé pourrait peut-être avoir un projet de D3. C'est ACFF aussi, hein. Meubé a un coach, hein. Non, mais je parle d'un assistant coach. Clément Ils fait ont un travail là-bas. Oui, mais un assistant coach. Oui, je parle d'un assistant coach, je parle d'un T2 pour le projet de Meubé. Oui, pourquoi pas. Oui, peut-être. Là, vous posez. Là, on est dans la pure spéculation. Non, mais maintenant que tu as des jetons pour la buvette, il faut quand même les écouler aussi, hein. Donc. Oui. Après, voilà, je sais pas du tout de quoi demain sera fait. Je me dis que dans le pire des cas, je continuerai mon stage l'année prochaine avec Laurent, j'en sais rien en fait, parce que lui-même ne sait pas s'il sera là, de ce que j'ai lu dans les journaux l'année prochaine. Donc voilà, dans le pire des cas, je continuerai mon stage dans un club de national pour obtenir ce précieux sésame qui est l'UFA, parce que les licences des clubs nationaux obligent maintenant des coachs avec le diplôme UFA. Donc je me rends compte que ça devient presque une obligation finalement, même pour un coach qui pourrait être en P1, dans une P1 ambitieuse, qui a des envies peut-être de monter en D3. Devoir changer de coach juste parce qu'il n'a pas la licence, malheureusement c'est dommage, mais ça va devenir presque une réalité au niveau des licences et de l'obtention de celles-ci. Oui, effectivement. Pierre, merci beaucoup. Ce sera peut-être un sujet d'ailleurs à évoquer lors d'un prochain talk, ces fameux diplômes qui rapportent quand même aussi pas mal d'argent, parce qu'ils sont relativement chers à passer et qui effectivement sont de plus en plus voire imposés, sinon moyennant amende à la clé, même jusqu'au niveau des pros. Merci Pierre, bon courage pour la fin du cursus aussi, et puis pour la fin de la saison, il reste 2 matchs, ce sera stocké pour le prochain stocké ce dimanche, match, ce dimanche, et puis il y aura un match contre Tubize pour le 15 février, le week-end de la Saint-Valentin. Merci, bonne soirée, et puis pourquoi pas participer au quiz, puisque c'est maintenant le quiz, vous allez pouvoir gagner un bon d'achat.
d'achat de 50 € à gagner. On va vous laisser vous connecter. Vous connaissez enfin, vous en avez l'habitude, vous connaissez l'adresse pour vous connecter, bouquet.live. Et vous avez le petit fenêtre du quiz. On va tout simplement bouquet.live vous laisser le temps de venir. Il y en a peut-être déjà, il y en a déjà 5 qui étaient prêts, qui s'étaient déjà connectés. Attention à bien vous communiquer la bonne adresse mail, parce que si vous nous donnez une adresse un petit peu rigolote, c'est sympa, mais on ne saura pas vous envoyer votre bon d'achat, donc c'est un petit peu dommage, surtout que vous avez tous des pseudos, donc on ne va pas vous retrouver facilement non plus par le pseudo. Ce serait dommage quand même d'avoir ce bon d'achat pour, je sais pas moi, une nouvelle paire de godasses ou un petit legging bien chaud. C'est vrai qu'on annonce un petit peu plus frais pour ce week-end, hein, donc les petits leggings ou les petits sous-pulls, là, ça fait parfois, ou les bonnes chaussettes, ça fait parfois du bien. Pas que pour les coachs, pour les commentateurs aussi. Surtout, parce que les joueurs, ils courent. Les coachs ne courent pas. Hein, il y en a qui font des kilomètres le long de leur ligne. Hein. C'est vrai, il y en a qui font des kilomètres le long de leur ligne, qui parfois même auraient envie de rentrer sur le terrain. Les anciens joueurs qui sont très actifs comme ça sur le bord du terrain. Vous êtes 13, on va encore vous laisser quelques secondes pour vous connecter. Juste après sera bien sûr l'équipe type avec Aurélien Pleguers, le milieu qui... le carte auto. Oh oui, carte auto. Merci. Pour prendre des automatismes. Dimitri. Ah voilà, carte jaune, t'imagines? Il donné n'a pas par droit à la moindre erreur ici. Et donné par une dame, hein. Voilà, en plus. Ça me permet de dire qu'on a oublié la présidente de Natois aussi. Vous voyez, on a plus qu'on ne croit dans le football. Présidente de Natois aussi. Oui. Donc il y en a quand même quelques-unes. Hein. Effectivement. Allez, vous êtes 14. On va commencer ce premier quiz. Je pense que je l'ai un peu trop salé. On verra. On verra. Mais quoique, on verra. Il y a du monde, en tout cas. Il y a du monde. Vous êtes 14. Vous allez vous disputer à 14. Si vous n'êtes pas encore connecté, faites-le. Il y a 8 questions et forcément, vous pourrez vous rattraper, comme on dit. Quelle est l'équipe championne du partage des matchs nuls? Vous l'aurez compris, en première provinciale. Est-ce que c'est Bossière-Jean-Blouch, Chevetogne, Petit-Guy, Fran ou Risnes-Rhin? Quelle est l'équipe qui compte le plus de partages en première provinciale? Je pense que c'est 11, si j'ai bonne mémoire. Ou 7. Je sais plus. Enfin bref, oui, c'est de toute façon 7 bonnes réponses. C'est effectivement Chevetogne. Ouais. Tu l'avais, hein, Yves, quand on a préparé l'émission. Allez, deuxième question. On fera un petit tour sur les scores à la mi-parcours, évidemment. Combien de clubs de la province de Namur figurent dans le top 10 en D3 ACFF? Yves, on ne donne pas la réponse tout de suite. Si tu l'as, évidemment. Au total, combien de clubs? En tout, ils sont 5. Plus peut-être même. Je recalcule. Ils sont moins. Alors, ils sont 3 dans le top 10. Ils sont 6, je pense. Ils sont 6 au total. Ils sont 6, oui. En fait, tu as dans le top 3 de mémoire et dans l'ordre Larquet. Larquet, pas dans l'ordre. Larquet, Biem et... Evlette. Oui, Andenne Evlette, effectivement. Et donc, tu as Ciné qui n'est pas dans le top 10. Pardon, dans 3, je vais y arriver. Ciné, Loyers. Ce qu'il y a Condrusien, Esch. Et Ciné. Donc ça fait 7. Ça fait même 7, oui. T'imagines, on compte vraiment très mal. Petite parenthèse grecque, après 12 minutes de jeu, puisqu'il y a une journée de championnat en D3, 2 derbies namurois. Andenne est en train de gagner contre Ciné 1-0 sur penalty de Pianetti, converti par Pianetti, et Biem gagne 0-1 à Esch, but de, je vous le donne en 1000, Mestriou. Ah bah oui, voilà. Effectivement. Je dis, c'est des résultats qui vont forcément peser dans la balance aussi au niveau des maintiens. Et l'Arquet fait 0-0 contre Saint-Michel. Comme ça, vous avez tous les noms. Parfait. Et le troisième fait 0-0 aussi. Troisième question du quiz. À quand remonte la dernière défaite de Gemep cette saison? Est-ce que Gemep n'a jamais été défait? Est-ce que la dernière défaite remonte à novembre, à décembre ou à octobre? La dernière défaite de Gemep. On en a parlé tout à l'heure de Gemep. Hein. On en a parlé. Et il y a un piège. Parce que c'est effectivement, ça montre à novembre. J'ai dit de la saison, je n'ai pas dit de la saison en P3. C'était en Coupe de la province de Namur où ils sont défaits en mois de novembre. Juste. C'était le petit piège. Il y en a quand même 3 qui ne sont pas laissés prendre. Bravo d'ailleurs à vous. On va faire un petit point juste après sur les scores. À mi-parcours, reconstituer le top 3 en P1 dames. Qui de Ciné-Lustin Warquet, premier, deuxième et troisième en P1, dames.
a des clubs qui sont très actifs pour les 3 dans le football féminin. Contre Loyers aussi, évidemment, en national. C'est bien l'Arquet devant Ciné et Lustin. Allez, un petit point sur 3 bonnes réponses. Ah, ça va être disputé, j'ai l'impression. Et je pense que le classement va être surprenant en fin d'exercice. Big Duch, bonjour et bienvenue. Bravo, 247 points. Nico Nering, 156 points. Guillaume Deloyer, 139. Goffin-Elie, 133. Et puis Oli, 90. Tout est encore possible. Vous êtes 17 à jouer. Il reste 4 questions. Et pas des moindres. On continue avec la question 5. Quel est le meilleur buteur en P2B? A priori, ça devrait être facile. Nicolas Rossum, Valentin Huet, Simon Pierson ou Johan Mathieu? Yves qui lève les sourcils. C'est une évidence, comme on dit. Ça, c'est quand même normalement une question cadeau, si vous suivez un petit peu le foot provincial. On en a parlé la semaine passée avec Greg de Jeff. Petit indice. C'est effectivement Nicolas Rossum, si j'ai bonne mémoire, 27 buts. Oui, ça doit être... On est dans ces eaux-là. On ne les compte plus, certainement. Mais effectivement, largement, une majorité de bonnes réponses. 6e question et antépénultième, reconstituer le top 5 de la D1 ACFF. Entre Mauvirton, Tubize, Mons, Abellaneuve. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, avec notamment... qui est premier, deuxième, qui est 4e, 5e, parce que c'est un petit peu ça au niveau des goal difference, des goal average, Et donc, c'est effectivement Tubize devant Mons pour une différence de but marqué. On en parlait tout à l'heure. Virton à 2 points. Et puis, forcément, la marche en dessous, on a Meux et Abellaneuve pour une question de goal difference entre les 2 équipes. Seulement 3 bonnes réponses. Comme quoi, piégeux. Comme quoi, piégeux. Allez, avant-dernière question de ce quiz. Reconstituer les paires équipe-entraîneurs. Nico Gonzalez, Gaëtan Baudot, Alexandre Clarinval, lequel coach Leuze, Bonine et Sclin. Ça, normalement, Yves? Non. Non. Il fallait répondre. Tadam. Nico Gonzalez à Sclin, Gaëtan Baudot à Leuze, Longchamp et Alexandre Clarinval à Bonine. Sans faute pour les 12 qui ont répondu. Des connaisseurs. Pardon? Des connaisseurs, je dis. Des connaisseurs, effectivement. La dernière question, on va parler de football. Vous me dites, oui, c'est évident. Eh ben non, on va parler de football américain. Quelle est l'affiche du Super Bowl 60 qui va se jouer dimanche? Là. Est-ce que c'est les Patriots, les Broncos, les Seahawks, les Rams, quelles sont les 2 équipes parmi ces 4 qui sont qualifiées pour la finale du championnat de NFL? Ce sera ce dimanche. Et c'est effectivement les Patriots et les Seahawks. J'ai un petit chat dans la gorge, il fallait évidemment avoir les 2 pour avoir l'ensemble des points. Donc après, il y en a maximum 5 qui ont la bonne réponse. Pas fan de foot US? Pas spécialement. Non, ok. Moi, je saurais quelques images de temps en temps. Je serai devant ma télé. Moi, c'est la tradition depuis des années, le dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi, une petite récup le lendemain parce que ça termine quand même fort tard, cette histoire. Et bien sûr, le show de la mi-temps. Allez, on part au résultat. Est-ce qu'il y a du changement? Non, il n'y a pas de changement. C'est bien Big Duch avec 486 points qui remporte ce quiz. Big Duch, tu seras recontacté par mes collègues par mail pour te donner les informations par rapport à ton lot. On va directement aller vers la carte talk parce qu'on a pris un petit peu de retard, mon cher Philippe. On va enchaîner donc avec cette carte d'Aurélien Pluguers, mais avant toute chose, sinon je vais avoir une carte rouge et je vais devoir quitter le studio de la part du Real ou de Dimitri. Je pense que c'est Dimitri qui m'a bousillé les tympans. Le jingle. Ça se passe très bien, on s'adore. On ne se parle pas beaucoup, mais on s'adore. Non, je rigole, bien sûr. Yves, tu as choisi de mettre à l'honneur Aurélien Pluguers, qui est médian et qui est aussi capitaine. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le capitaine et quelque part, ça s'imposait. Je pense qu'Aurélien est le leader de l'équipe, tout simplement. Il mérite d'être mis à l'honneur aujourd'hui. Il mérite d'être à l'honneur. C'est un joueur que je connais depuis qu'il a 15 ans. Et ouais, on a fait... C'est un des rares joueurs avec qui j'ai connu les 4 titres aussi. Donc voilà, on se connaît bien. Pas mal, ça. Voilà. Important dans le vestiaire. Bien sûr, très très important. Il a été absent quelques mois pour sa formation militaire.
Il a manqué au vestiaire, ça a été une des parties compliquées aussi pendant son absence. Henri Mahieu a très bien rempli son rôle avec Romain Lardin, voilà. Mais quand Aurélien est là, c'est quand même différent. Ça reste le leader de l'équipe et le meneur, que ce soit au niveau de l'attitude ou même vocal. C'est un joueur de national? Oui. C'est un joueur de national, oui. Oui. Sans discussion. Sans discussion. Il aurait sa place à Rochefort-B, quoi. Bien sûr. Sans problème. Bien sûr. Plutôt grand frère ou plutôt gueulot dans le vestiaire? C'est vraiment un grand frère. Et au fil des années, je le félicite pour ça, il a appris à pas gueuler, mais il sait remettre les gens en place et les cadrer. Il l'a encore fait il y a quelques semaines. Voilà, on a des joueurs, même s'ils sont jeunes, avec de l'expérience ou avec certains caractères. Maintenant, il est capable de tenir tout le monde. Et c'est vraiment très important. Et c'est ce qui fait que depuis son retour, on performe un peu plus aussi grâce à ça. Ouais. Précieux pour prolonger la causerie, comme on dit. Allez, on va partir dans les notes. On rappelle, notes entre 0 et 99, mais qui ne peuvent pas, pour les 3 notes, être dans la même dizaine. On va commencer par ses talents attaque-défense, une note entre 0 et 99. Entre attaque-défense? Attaque-défense, voilà. Est-ce Ouais. que c'est un joueur qui est doué pour assumer les deux? Oui, vraiment très doué. Ouais, une note. Oh, et il serait dans les 90 parce que c'est vraiment ce qui me marque le plus maintenant avec lui, c'est qu'il sait travailler défensivement. Il était déjà très fort. Maintenant, 90. Combien? on va lui mettre un 93. Ouais. 93, c'est enregistré. En technique, attention qu'on ne pourra plus être dans les 90, on sera dans les 80, 70, 60, mais... Technique, Aurélien est technique. Ouais, il est quand même technique. Il est physique aussi, mais... Il va le choisir, ça. Ouais, ça va devenir compliqué. Non, physique, on va lui mettre plus après. Il est très fort. En technique, on va lui mettre 79. Mais 79, ok. ouais, il mériterait Et en plus. physique? En physique, un bon 86. 86. Il a encore une petite marge de progression, mais voilà, il travaille. Des c'est belles bien. cotes. Bonus-malus, je rappelle le principe, donc parmi ces 5-là, il faut en choisir 3, et de manière aléatoire, c'est ça un peu le jeu, ça va soit augmenter, soit diminuer la note globale, donc c'est totalement injuste, on l'assume totalement semaine après semaine, D'accord. ça me fait beaucoup rire, je pense que ça fait aussi beaucoup rire dans les vestiaires. Alors, dans ces 5-là, est-ce qu'il y a 3 bonus-malus, est-ce qu'il y a 3 attributs que tu pourrais prendre? Est-ce que c'est plutôt un technicien, plutôt une patte gauche, plutôt bon dans les airs, plutôt un sniper ou quelqu'un de rapide? S'il y en a 3 dans les 5 que tu dois choisir, t'irais chercher quoi? Maîtrisant les airs, je ne vais pas lui donner, Ok. vu la dernière action qui vient de D'accord, on oublie galvauder ce celle-là. week-end, ça serait pas justifié. Donc on ne va pas prendre ça. Il s'est frappé des 2 pieds. Fantaisie technique, des fois il m'en fait même un peu trop avec ses petites ailes Et de ça, j'ai pigeon. passé. Ouais, voilà. Non. Donc technique, patte Ouais. gauche, et dans les 2 autres, maîtrise des airs ou Formule 1? Non, plutôt Formule 1 que maîtrise des airs. Ok, fantaisie technique, patte gauche et Formule 1. Ok, on attend quelques secondes, on va voir dans quelques instants la carte. Je rechausse mes lunettes pour voir si on a des commentaires. Oui, Sébastien il y en a- Dequier il y en qui a nous un dit qui- bonsoir. On lui souhaite aussi bonsoir à Sébastien. Là, qui n'est pas bon pour vous, Greg. Le coach de l'Eus n'est plus Gaëtan Baudot, mais Walid Chabot. Ah ben voilà. Mais il n'y a pas de réclamation. Donc... De toute façon, c'est trop tard. Ouais. Voilà, je ne suis pas certain que ça aurait changé grand-chose non plus, parce que tout le monde a eu la bonne réponse, je pense, sur cette question-là. Donc, en fait, tout le monde avait mauvais. C'est très bien, moi aussi, mais c'est magnifique. En attendant les résultats, une question. Tu parlais tout à l'heure des jeunes qui partent, qui reviennent, etc. Un mot sur celui qui sauve le point, quand même, ce week-end. Il sort du banc, il revient de blessure, donc logique qu'il ne soit pas encore titulaire. C'est Antoine Dils. Un mot sur Antoine. Antoine est un joueur important pour nous aussi, avec beaucoup de qualité. Il a été blessé. Voilà, quand Antoine est bien dans sa tête et décidé, c'est un joueur très important pour nous. Pas un candidat capitaine? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'Antoine se gère déjà lui-même et c'est déjà très bien. Il est important dans le groupe. Hein. C'est vraiment une bonne personne dans le groupe. Il est aussi important, mais non, il ne serait pas. Il a été capitaine avec moi en jeune quand on a été en IP justement avec la génération 2003. Mais voilà, non, je pense qu'il est bien à la place où il est là pour l'instant et voilà. Mais un retour qui fait du bien quand même. Bien sûr, un retour qui fait du Voilà, bien. qui rapporte un point dans les Tout à fait. minutes, en toute fin de rencontre, donc face à Nîmes. Ouais. Voilà, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, bien sûr que c'est un joueur offensif très important chez nous. Il nous a manqué, hein, clairement. Il nous a vraiment manqué. Et c'est pour ça que je dis, on a eu plusieurs absents. Quand je voyais la composition faite en avant-saison avec mon secteur offensif, c'était pour moi un secteur où je me tracassais pas de trop. Malheureusement, on a eu énormément de blessés dans ce secteur-là et c'est là où on a pêché le plus. Donc voilà, vraiment content que les attaquants sont occupés de revenir, ça va nous faire du bien. Et retour de Louis De Smet l'année prochaine?
On verra. Sourire, hein, on verra. OK. On verra. Il y a quand même 6 ou 7 joueurs qui ont déjà donné leur accord. Hein, dans Oui, actuellement, à part un qui arrête pour les études, 2 qui ont signalé leur désir d'aller voir ailleurs. Tout le monde est volontaire pour rester la saison prochaine et plusieurs ont confirmé de toute façon à 100% qu'ils seraient là, dont les capitaines ont confirmé et de nombreux autres joueurs ont confirmé à 100%. Ouais. Les amis, on est dans les arrêts de jeu, donc on va vraiment avancer puisqu'on a la carte qui va arriver. Juste un petit commentaire de Nicolas Pirlo. Aurélien, top joueur et top mentalité. Je suppose que l'entraîneur ne dira pas le contraire. Alors, le résultat pour la carte talk d'Aurélien Pleguers. Waouh, joli. Hein, ça, c'est très très jolie carte. Hein. 93 de moyenne. Ouais, c'est presque une carte. Presque. Ouais, presque une carte TOTS, moi je dirais. Mais il est vraiment complémentaire dans les 2 domaines, donc il n'y a pas un domaine où il est plus faible. Il est vraiment performant dans les 2 domaines et c'est pour ça qu'en poste de 8, il est très important parce qu'il compense vraiment dans les 2 zones. Donc, mais avec toutes ces qualités, on pourrait se le faire chipper, non? Vous n'avez pas peur? non, Aurélien restera. Il a signé à 8 avec vous. Il y a des joueurs comme ça qui restent. Oui. Aurélien, ça a été confirmé. Voilà, ça a été clairement dit ce week-end. Il l'a dit au président. Il sera avec nous l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Donc, pas de stress. La carte sera disponible sur la page Facebook de Bouquet Sport, évidemment, si vous voulez la partager, mais notamment dans des groupes WhatsApp ou sur votre profil Insta ou votre profil Facebook. Vous, n'hésitez pas, ça sera disponible dans quelques dizaines de minutes. On est à 5 minutes d'arrêt de jeu, donc une question hyper rapide pour terminer avec Yves. Si tu n'en as pas, c'est très bien, c'est qu'on a fait des complets. Hein, donc, On a été assez complet, on ne va pas commencer à reparler de tous ceux qui viennent de re-signer. Il y a juste Augustin Dubuisson et Maxence Debens qui partiront. Oui, souhaite aller prendre un peu plus de temps de jeu. Ouais. Voilà, c'est difficile de contenter tout le monde au niveau du temps de jeu. Et voilà, mais ouais. Et on va faire quand même un petit bravo à votre nouveau président, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est en place, hein, Jean-François Matagne, qui a remplacé Roger Walravens, qui était un monument là-bas. Bien sûr, ouais, je ne sais pas si Roger passe encore au club, mais... Je ne l'ai pas vu depuis que j'ai repris à Fernellement, je ne l'ai plus vu, non. C'est possible qu'il soit passé pendant un match et qu'il ne soit pas resté derrière, je vais pas dire sans être sûr, mais non, je ne l'ai plus croisé depuis, mais... Jean-François fait du bon boulot, franchement c'est un plaisir de travailler avec lui et vraiment très content, c'est un plaisir, voilà, tout simplement. Il laisse carte blanche et il est très compréhensif. Vous avez rempli déjà pour l'année prochaine. Hein. Bien sûr. Ouais. Donc moi j'ai une carte jaune parce que je ne sais plus beaucoup de voilà, j'ai fini. D'ailleurs, mais toi tu n'en as pas. Hein, donc, Voilà, et que Fernellement soit en P2. Voilà, carte jaune dans les arrêts de jeu, bravo. Tant que j'ai pas la rouge, c'est bien. Ouais. Donc voilà, que Fernellement soit en P2 ou P1, il sera toujours là-bas. Entre les fêtes, ça avait été prolongé déjà. Ouais. Voilà. Et on sent beaucoup de sérénité hein, du côté de Fernellement, effectivement, même avec un changement de présidence. Messieurs, Philippe, Yves, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi, vous, derrière votre écran, quel qu'il soit d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain à 19h. Soyez présents au rendez-vous pour un nouveau talk foot. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine et surtout un très bon week-end. Ciao.